Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Bonjour, hello, bienvenue à Nick a un podcast de dictionnaire. Aujourd'hui, on a avec nous autres un bon vieux chum, un ami de longue date, quelqu'un que c'est sûr que vous l'avez entendu, c'est sûr que vous l'avez vu. Dans le fond, c'est quasiment impossible, si vous êtes des fans de la culture québécoise, de la musique québécoise, de n'avoir pas croisé soniquement ou visuellement cet homme-là, Monsieur Yannick Boivin. Bonjour. Salut, bonjour, bonsoir. Yes, comme tu le sais, dans le fond, dans ce podcast-ci, on prend le temps de décortiquer, on prend le temps d'apprendre sur les gens et sur, puis dans le fond, ce qui nous connecte, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui a fait en sorte que nos chemins se croisent. Dans ton cas, à toi, écoute, t'as une carrière. On peut en passer des heures à parler de toutes les étapes, de toutes les affaires, puis je pense dans l'intérêt des gens, j'aime ça. Tu sais, parler de trucs qui fait en sorte que quand on pense à toi, des affaires qu'on n'a pas de temps de décortiquer. On parlait de ça tout à l'heure, des affaires, les histoires de savoir, décortiquer des histoires que autrement, tous les autres formats nous permettent. Le podcast nous permet de prendre le temps de déballer le sac. Et je voulais faire ça avec toi, de parler de nos carrières, puis de parler comment on se connaît, puis comment tout ça s'entrecroise. Fait que, dans le fond, on va commencer au début. Début. Yannick Boivin, tu es né où? Je suis né à Saint-Jacques-de-Montcalm, dans Lanaudière. Dans Lanaudière. Ouais, c'est un petit village à 10 minutes de Joliette, pour vous situer un petit peu. Donc, c'est un petit village d'agriculture. Ça sentait le fumier partout. un petit village de 1000 habitants, sans histoire. Puis, dans le fond, la plus grande ville, qui était à peu près à 10 minutes de la maison, c'était Joliette. Donc, le petit village, c'est une petite épicerie de coin de rue, une école primaire, donc le secondaire, on embarque dans l'autobus, puis on s'en va dans la grande ville, qui est Joliette, où est-ce qu'il y a, à l'époque, un Woolco, puis un Woolworth. Maintenant, c'est le Walmart et tout ça. Fait que c'est ça, c'est une petite ville, un petit village sans histoire. Je dirais peut-être qu'il y a des petits rapprochements avec Aberdeen et Seattle, tout ça, qui est une petite ville qui est en banlieue d'une autre grande ville. C'est ça, c'est a little city, going into the big city of Joliette. Exactement. Ben, tu sais, fait que finalement, tu sais, il y a un petit quelque chose de wannabe d'être la grande ville. Fait que il y a eu beaucoup de mouvements musicaux qui se sont créés là. Il y a plein de petits bands plein de musiciens, plein d'artistes qui ont grandi à Saint-Jacques, puis autour de Joliette. Dans le fond, Saint-Jacques et les alentours de Joliette, c'était le Seattle. Le Québec ne savait pas que c'était le Seattle de l'époque, dans le fond. Peut-être. Peut-être. Puis dis-moi, Saint-Jacques, c'est ta ville. Yannick Boivin, c'est quand la première fois que tu prends des baguettes? C'est quand la première fois que tu prends un instrument dans tes mains? Je dirais à 12-13 ans. J'ai encore un cousin qui joue de la musique qui s'appelle Steve, et lui il était dans un band, puis il était tout un petit peu plus vieux que moi, peut-être un petit 2 ans plus vieux que moi, puis j'allais, quand j'ai pogné 11, 12, 13 ans, je me suis mis à aller les écouter en pratique, en local de pratique, puis ce groupe-là, j'aimais ça, ce qu'il faisait, la musique qu'il faisait. C'est, à l'époque, déjà là, je trouvais que c'était un petit peu un répertoire qui était pour des plus grands, des plus vieux qu'eux autres. Ils faisaient déjà, pour des adolescents, ils faisaient déjà du Beach Boys, du Beatles. Ils faisaient une couple d'affaires vraiment tripantes, là, tu sais. À cette époque-là, on venait de découvrir AC/DC puis Metallica, là. Fait que je trouvais que c'était une musique qui avait quand même pas mal d'informations, pas mal de viande. Fait que j'allais les écouter, pratiquer, puis... C'était le jeune cul dans le local qui était là, puis qui écoutait les... C'est plate à dire, mais je trouvais leur batteur pas très bon. Ah, OK. Puis là, ben, tu sais, je les écoutais, puis à un moment donné,
ce gars-là, qui était le plus vieux de ce groupe-là, je pense qu'il avait 17-18 ans, puis là, bon, sa blonde venait de tomber enceinte, puis là, il fallait qu'il quitte le groupe pour se porter garant de cette famille-là. Puis là, ben, ce drum-là est devenu à vendre. Puis là, puis là, j'ai dit à mon père, hey, Martel, il vend son drum 100$, c'est un beau Ludwig, un vieux Ludwig. Un vieux Ludwig à 100$. Je pense que t'as même pas pogné du Westbury à 100$. Exactement, puis ça a été mon premier drum. Fait que là, à cette époque-là, je faisais du motocross dans des pits de sable. Puis mon père aimait pas ça, ben que je fasse des cascades. Puis il avait peur que je me fasse mal. Puis là, il m'a dit, on va le chercher cet après-midi si tu vends ton motocross, tu sais. Wow. Fait que on a acheté le Ludwig. Puis la semaine d'après, j'étais dans ce groupe-là. Puis c'est ça, j'ai incorporé le band, on a commencé à apprendre toutes ces chansons-là, mais ce que je me plais à dire souvent, c'est que c'est drette là que ça s'est dessiné pour moi. Les influences que je vous ai parlé, c'est tous des groupes qui ont beaucoup de vocales. Les Beatles, les Beach Boys, puis tout de suite quand j'ai embarqué dans ce band-là, les gars m'ont dit « Tu chantes ». Tu fais cette voix-là maintenant. Wow, donc, c'est ce qui m'a suivi pas mal tout au long de ma carrière. Ben, j'étais un batteur de formation, mais que je fais beaucoup de back vocal ou de lead vocal. Puis, ben, ça s'est dessiné direct au début parce que je connais d'autres... Aussitôt que ça? Ben oui, parce que je connais d'autres batteurs qui gagnent leur vie professionnellement. On parle de Max Lalanne, Luc Catelier, peu importe. Puis, ces gars-là, ils ont essayé de rentrer des vocales en cours de route. Puis, ils m'ont avoué qu'ils ont trouvé ça un petit peu plus difficile. Plus raide, dans le fond. Ouais, puis ben moi, ça s'est dessiné direct au début. Fait que c'est comme si j'avais à incorporer mes 4 membres de mon corps, mais aussi ma voix direct au début. Ouais, fait que je pense que ça a peut-être eu une influence positive par rapport à ça. Je pense que oui, parce que pour vrai, Yann, pour les gens qui écoutent en ce moment, vous devez comprendre que Yannick, les groupes que tu as joué dedans, que ce soit Yellow Molo, que ce soit dans le fond avec Boom Desjardins, solo aussi avec ton album qui va sortir bientôt. Je veux dire, tu as fait partie de groupes assez mythiques dans la culture québécoise et je pense la manière que tu t'es démarqué, la manière qu'on s'est connus, c'est vraiment à cause de ton drum, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est comment tu es capable non seulement de jouer en tabarnak au drum, mais vocalement, c'est comme t'aurais pu juste être un chanteur puis on n'aurait jamais su que tu jouais du drum puis je t'aurais cru. Puis je trouve que ça, effectivement, c'est quelque chose que, comme tu dis, moi je pense la plupart des batteurs, que moi j'ai connus en tout cas, c'est quelque chose qu'ils apprennent plus tard, comme ils jouent du drum pendant des années de temps, ils jouent dans un hommage à Zeppelin ou un hommage de whatever, puis ça joue comme des malades mentales, comme Animals sur un drum. Et là, à un moment donné, quelqu'un dit « Hey, faudrait que tu fasses des backups, donner un coup de main », puis c'est comme « damn it », c'est que ça gueule dans un micro, mais toi, dès le départ, c'était comme... c'est ça. Je pense que, en fait, je le réalise un peu en real time pendant qu'on se parle, que c'est là que ça s'est décidé, en fait, parce que j'ai été comme un peu forcé, obligé à faire ça. Puis, ben, regarde, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça a été là que c'est rentré dans mon ADN. Puis, suite à ça, ben, je me suis mis à aimer des batteurs qui incorporait beaucoup de vocales, dont Phil Collins. Oh yeah, of course. Donc c'est ça, ça a fait partie de mon jeu de pouvoir incorporer quelque chose, parce que souvent les batteurs sont sur une ligue en arrière, un peu comme le goaler d'une équipe de hockey. Je dis pas qu'ils sont pas importants, mais qui sont vraiment sur un deuxième ou un troisième plan. Puis là, ben, le fait de pouvoir chanter, puis ça te permet d'aller toucher le public un petit peu plus. Fait que ça m'a, depuis le jour 1, ça s'est incorporé à mon minding puis à mon jeu. Wow, tu vois, moi puis Yannick, on se connaît maintenant, ça fait quand même, ça doit faire plus que 6, 7, 8 ans, là, facile. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Puis tu vois, moi j'adore ce format-là de jaser avec toi de même, puis de vraiment aller profondément dans ton passé, parce que toi et moi, on se connaît à cause de nos carrières qui se sont croisées, mais je trouve ça le fun d'apprendre. Toi, ce que tu viens de me conter là, I had no fucking idea. Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé, parce que ça fait 20-25 ans que je fais des entrevues, puis le format nous permet pas d'entrer là-dedans. Souvent, t'as 2 minutes, faut que tu parles de ton single, ton vidéoclip, puis la sortie de l'album. Ici, là, album, telle date, merci, bonsoir. Exactement. Puis en plus, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai eu la chance de te connaître dans une certaine période de ta carrière, puis de voir certaines affaires de mon vécu, avec mes propres yeux, mais tu sais, il y a un passé avant moi que j'ai pas vu, même
à cause de notre différence d'âge. Moi, je vais avoir 30 ans bientôt. Je veux dire, moi, j'ai peut-être pas connu des affaires un petit peu plus vieux dans la culture québécoise que, tu sais, toi, t'as été là. Je sais pas que t'es... Again, people listening, il a pas 60 ans, là, c'est un jeune homme pareil, là, mais dans le sens que, tu sais, moi, j'ai commencé à carrière en 2008, mais toi, en 2000, pendant que j'étais au secondaire, tu tournais des grosses salles au Québec. Fait que, c'est juste pour mettre les gens en contexte, là. Mais, on va dire, là, cette bande-là, tu l'as commencé, t'es adolescente, le kit. Là, toi, j'imagine, l'école secondaire, les années formatives, tu sais, the formative years avant de devenir professionnel ou du moins de te lancer là-dedans. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est que c'était, on va dire, si t'avais à me décrire les 5 ans de secondaire, c'était quoi le cheminement? C'était quoi, qu'est-ce que, de A à Z, c'était quoi exactement? Ben écoute, quand on parle que je touche à une batterie autour de 14-15 ans, ben moi je suis au secondaire 3 à peu près, où est-ce que c'est ça, Joliette, c'est une ville, quand même une grande ville qui est assez rough, pareil. Il y a tout le temps eu une guerre d'écoles secondaires là, pour les gens qui connaissent la région, là, Bateau puis Thérèse Martin, qui sont les deux écoles qui se sont battues toute leur vie. Toute leur vie, c'est... Oui, on planifiait ça sur l'heure du midi pour aller se battre avec C'était pas la guerre des trucs, là, c'était des fistes puis des balles de billard dans des puis c'est ça, c'est une ville qui est quand même rough. Même encore aujourd'hui, c'est une ville que la criminalité puis les bikers sont là. Puis tu sais, je veux dire... il y a de la bataille dans les bars. Puis, fait que l'école secondaire, c'est l'endroit où est-ce que tu te définis, en fait. Mm-hmm. Puis j'étais comme personne avant de toucher un drum, tu sais, j'étais comme tu sais, j'étais un gars pas trop grand, tu sais, 5 et 7 à peu près, fait que je me faisais écœurer à l'école secondaire, tout ça, puis j'étais un peu artiste dans l'âme, là, tu sais, j'aimais les arts plastiques, tout ça, fait que c'est le vieux cliché du high school là, de les sportifs qui tapent sur les gars un peu dans leur tête, tu sais, puis même j'étais pas très populaire avec les filles, tout ça, fait que c'est à partir du moment où est-ce que on touche à nos instruments de musique, parce que c'est le même parcours pour certains autres musiciens, en tout cas du band dans lequel j'étais à cette époque-là. On était comme un peu une ombre. J'attends de prendre une guitare puis de chanter des tunes de populaires à cette époque-là. Puis là, ben, on existe. Puis... je pense qu'on avait un bon noyau parce que le groupe, mon deuxième groupe avec lequel on était, on est devenus des petits stars de notre école secondaire. Après ça nous a suivis au cégep. Puis on faisait les spectacles de fin d'année. Fait que là, ben là on se mettait à exister pour les filles. Puis les gars se mettaient à arrêter de nous tapocher dessus. C'est ben écoute, c'est... Tu comptes cette histoire-là, je peux tellement relate dans le sens que même moi, je veux dire, c'est classique, vieux comme dans le temps. T'es 14-15 ans, tu te perds à tu joues les shows de fin d'année à l'école, les talent shows, c'est comme tu dis, tu te perds là-dedans, tu crées ton identité. Puis j'aime la manière que tu as amené ça, créer ton identité, dans le sens que moi, je vois très clairement une vie pré-musique et post-musique, on s'entend, dans le sens de t'es toujours la même personne, mais tu vois clairement qu'il y a un shift qui se fait. Puis je pense que justement les gens qui ont eu la chance de découvrir la musique jeune, puis je dis jeune dans le sens que école secondaire, tu sais, il y a des jeunes maintenant des School of Rock qui ont comme 4 ans, puis ils ont une guitare, puis ils shred ça comme un malade. Mais dans ton cas, toi, comme tu dis, tu trouves ton identité en école secondaire, puis là tu commences à, pas que tu t'assumes, mais tu commences à faire comme je suis bon là-dedans, j'aime ça, puis les gens se sentent, hey, ça c'est le batteur. Mais ça te donne une confiance aussi. Oui, absolument. Tu te sens utile à quelque chose, tu sais. Parce que c'est une époque, l'adolescence, des fois tu te demandes à quoi tu sers. Là. Oh boy. Puis ben là, c'était le fun parce qu'on avait l'impression d'exister pour des gens. Puis un autre parallèle que je suis en train de faire en real time, c'est que ce deuxième band-là, je parle du groupe Basque, dans lequel j'étais avec Richard Pelland, Gino Latendresse, et c'est des auteurs-compositeurs qui ont continué d'écrire des chansons, entre autres Richard Pelland qui a écrit des chansons pour Boom plus tard, puis ça. L'autre parallèle que je suis en train de faire en real time, c'est que ce groupe-là, tout de suite, on s'est mis à faire de l'original. On voulait faire de la composition, qui est une trail qui est plus ardue, mais je pense qu'elle a été payante, même pas en termes de sous, mais enrichissante, parce que ça nous a permis encore là de nous créer une identité puis de savoir qu'on était capable d'écrire des chansons. Il y a plein de gens qui sont des interprètes puis c'est bien correct comme ça, mais nous, déjà à cette époque-là, à 15, 16, 17 ans, on commençait à écrire, à faire nos premières chansons qui étaient
peut-être pas Ah tant non, elles sont bonnes, toujours mais- mauvaises les premières chansons, mais t'as tellement raison. C'est créer tes propres tunes aussi mauvaises qu'ils peuvent l'être à cette époque-là, c'est tellement. Écoute, t'en as écrit des tunes dans ta vie, puis je veux dire, t'es one hell of a writer. T'as écrit des grosses tunes, puis je pense que t'arrives pas à ce point-là si t'es pas en train de bûcher Exact. à 14-15 ans. Puis j'ai lu un livre qui s'appelle Écrire une chanson de Robert Léger. Puis il me semble que c'est dans ce livre-là que ça me Ah, parlait. Blight. Robert Léger Ah. qui est dans Beau Dommage, qui a écrit des grandes chansons. Puis il parlait de Michel Rivard. Et vous allez comprendre le côté un petit peu amplifié de l'histoire, là, mais semble-t-il, Michel Rivard écrit une chanson par jour. Oh boy. Bon, on peut se dire, ils sont peut-être pas toutes bonnes. Et lui aussi se dit ça, la même chose. Mais si il se dit, sur les 365 que j'écris, s'il y en a 10 qui sont cool, Oh, yeah. c'est déjà 10 de plus. Puis c'est un muscle, en fait. Plus tu l'entretiens, plus t'écris. Ben, c'est Took the words out of my mouth. erreur, en fait. Ben, tu sais. je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça à un moment donné, à l'époque, de justement, l'écriture de tunes, c'est un muscle, c'est quelque chose que tu travailles. Tu te ça tiens se perd. réchauffé, tu deviens de plus en plus habile. Fait que c'est ça, ma constatation, c'est de me rendre compte que déjà à cette époque-là, quand on avait 16-17 ans, on écrivait des chansons, tu sais. Ah, that's Fait great. que, c'est ça. Mais c'est bon, pour vrai, puis le parallèle que je fais avec exemple, Kamakazi ou mon genre de passé musical, c'est que même affaire comme toi, c'est que la voix facile, ou du moins facile, c'est pas une façon de pas que c'est facile, mais jouer des covers ou interpréter les tunes des autres, c'est safe, tu sais, t'es valeur sûre. Tu joues All the Small Things, it's a great song, fait que, tu sais, ou tu joues, comme tu dis, dans du LED ou du Beach Boys, like, ta tune est bonne, tu le sais, faut juste que ta canne, tu la fais comme il faut. Ouais. Mais c'est épeurant d'arriver à dire, hey, ça, je l'ai écrit moi-même, it is what it is, puis tu l'assumes. C'est toute une autre affaire, puis je trouve que ça, effectivement, pour moi, ça a été ça, puis j'imagine pour toi aussi, c'est juste que c'est ça qui fait en sorte que plus tard, moi je l'ai réalisé plus tard, c'est que je suis tellement content d'avoir fait ce move-là. Peut-être oui. Au début c'était de la merde, mais je suis tellement content d'avoir fait ce move-là. Tout à fait. Puis là, j'imagine, là tu parles de l'école secondaire, tu sors, là tu disais que tu faisais des shows de fin d'année, j'imagine. Toi, t'as couru les cégeps en spectacle après ça, j'imagine? Ouais, cégep en spectacle, cégep rock. Moi, j'ai gagné cégep rock en 93-94 à peu près avec Daniel Boucher. No way. Ouais, et c'est le même Richard Pelland que je vous parlais et Frédéric Beauséjour qui a accompagné pas mal tout le monde au Québec. Wow. Et nous, c'est ça, on a comme genre 17, 18, 19 ans, puis on vient de rentrer au cégep. Puis Daniel a tout le temps été un type charismatique au cube, là. Déjà à cette époque-là, on l'appelait Waco, c'est comme le chef de la secte. C'était comme vraiment, c'est comme, OK man, on le fait, tu sais. Let's do it, yeah. Puis il nous embarquait dans sa patente, tu sais, il croit encore et il a toujours été comme ça. Fait qu'on s'était monté un band qui s'appelait Le Temps des Tourmentes, puis on s'était inscrit à Cégep en spectacle, en trio en fait, avant que je sois là, puis il avait réussi à gagner Cégep en spectacle en acoustique. En deux guitares, une basse. Puis après ça, le cégep de Joliette leur ont suggéré de s'inscrire à Cégep Rock. Fait que là, c'est comme ça tombait plus provincial à ce moment-là. Puis là, à ce moment-là, ils ont dit, là, on va mettre une batterie dans le band, puis qu'il y ait un petit peu plus d'impact. Puis on a gagné Cégep Rock. Puis qu'on s'est en allé en Belgique à 18-19 ans. Puis on allait faire des shows là-bas. Puis c'est au même moment qu'après ça, tout de suite après Cégep Rock, le band s'est splitté. Puis je suis resté en très bon terme avec tous ces gars-là. Mais Daniel avait déjà sa vision de faire sa patente à lui, là. Sa carrière. Fait qu'il s'était mis à écrire ses tunes pour lui. Puis j'avais commencé à jouer avec lui. Ce qui est devenu son premier album qui s'appelle 10 000 matins. C'est l'album avec ma gang de malades puis tout ça. Ouais. Et moi, j'avais fait la pré-production de cet album-là. Puis au même moment, je venais de rencontrer les gars de Yellow Molo. Stéphaniel, Mustang, puis Cocotte. Les instruments, mettons... Le rhythm section, exactement, c'est ça. sans les brasses. Et ça s'est tout passé au cégep de Joliette. Puis à un moment donné, Daniel étant le coq qu'il est, il prenait mal un peu que j'aille comme deux bandes en même temps. Puis il m'a demandé de choisir entre les deux. Puis j'ai choisi Yellow parce que Yellow me donnait une porte ouverte sur toujours continuer de composer parce que moi j'aimais composer de la musique puis des textes. Puis Daniel, c'était Daniel. Puis il m'avait... Tu sais, j'essayais de lui demander, tu sais, je peux avoir un input dans le projet, tu sais, puis il dit, c'est mes affaires à moi, puis tout ça, fait que je me sentais interchangeable.
Tandis que dans Yellow, j'avais une carte blanche à pouvoir écrire des tunes. C'est comme Dave Grohl qui se fait demander par Tom Petty, soit dans Tom Petty ou fait Foo Fighters, puis il a décidé Foo Fighters parce que c'était là qui pouvait vraiment devenir Dave effing Grohl. Exactement. C'est un peu dans le même genre. C'est drôle parce que ce parallèle-là, il revient quand même assez souvent dans ma... j'en doute pas. Dans ma carrière, tu sais, parce qu'il y a un batteur qui était dans un band qui a quand même marché, que là, ben, tu sais, là, je vais lancer mon album en 2017, puis que là, ben, je troque les baguettes pour aller en avant, jouer la guitare, puis chanter mes tunes. Fait que c'est un petit peu le même... le même sensation de tu te lances dans de quoi de même. Exactement, c'est un petit peu le même processus que Grohl fait, tu sais. Ah non, c'est sûr, mais... J'ai vu Back and Forth, le documentaire, tu sais, puis là, il y a des bouts de c'est imposteur au maximum, puis à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se fait tout le temps dire « Ouais, mais Nirvana, tu sais. » Ah non, oh my God, I know. Ça doit être l'enfer, il doit avoir passé un mauvais 4-5 ans à toujours expliquer tout ça, tu sais. Ah non, c'est ça. Mais pour en revenir à ça, à Yellow, c'était pour ça que j'avais choisi Yellow, en fait, parce que je sentais que j'avais de l'input puis de la place pour pouvoir écrire des choses, tu sais, parce que j'avais tout le temps écrit des paroles puis de la musique, puis c'était clair pour moi, c'était comme naturel. Je voyais pas comment je pouvais pas avoir d'input, tu sais. Non, c'est ça. I mean... Fait que, c'est pour ça que j'ai quitté un petit peu le projet de Dan, puis que j'ai embarqué dans Yellow de 97 à 2017, 20 ans de temps. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que banpromo.ca. C'est quoi banpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez banpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. Tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que Yellow Molo, pour moi, puis je voulais emmener avec ce que je parlais tout à l'heure, comme Yellow Molo, moi, j'ai connu ça un peu sur le tard, puis je t'explique. Je vais te donner un petit contexte pour comment je l'ai connu, parce que ça, je pense, la première fois qu'on s'est rencontrés, non, c'est pas vrai. La deuxième fois qu'on s'est vu, je pense, c'est justement à un show de Yellow Molo, quand ils avaient joué les Francopholies. Mais moi, Yellow Molo, je connaissais pas le nom, puis je t'explique comment je l'ai connu. C'est que moi, étant un jeune anglophone du West Island, ma connaissance en culture québécoise, malgré que j'ai un père québécois, était très limitée. Puis moi, j'avais un répertoire que j'appelais ce que j'entendais à la Saint-Jean-Baptiste à chaque année. Dans le sens que moi, en tant qu'un jeune fringant de genre 7, 8, 9 ans, tu marches dans un festival, puis qu'est-ce qui joue sur le stéréo? C'est Coloc. Les gros Paul Piché. Tu sais, des grosses. Fait que moi, je pourrais. À cette époque-là, tu me fais jouer à tune, je pourrais même pas te nommer c'est qui, je sais pas c'est quoi. Tu sais, genre, pass my puck, that's all I know about the song. It's all pass my puck song, whatever. Yellow Molo, gros zéro, pour moi, c'était une tune que je l'entendais. I'm like, I've heard this before. Yeah, ok, ça me dit de quoi? Tu me disais, what is that band? C'est quoi la tune? Je pourrais pas te dire. Mais si tu la jouais quelque part, tu dis, oh, I've heard that before. I know what that is. Fait que tu sais, c'est pour moi, un band comme Yellow, pour un anglophone qui connaît fuck all là-dedans, pour que je sois capable de reconnaître une tune, it had to be a pretty fucking big song. Fait que tu sais, pour moi, c'est ça, c'est... Ça, pour toi, on dit Yellow Molo à 19 ans, ou alors, tu sais, début vingtaine, tu pars ça. Si t'avais à me décrire juste up to that point, on va aller dans les débuts de Yellow Molo. Ouais. Combien d'années ou c'était quoi le time-lapse avant que vous arriviez à cette chanson-là qui est énorme pour un gars comme... énorme dans le sens que ça vient chercher un gars comme moi qui est pas en train de chercher cette musique-là. Ouais. How do you get to that point? Comment tu te rends à ce point-là? Ça a été relativement vite parce que Yellow, en fait, là, pour revenir à la fin de Dan Boucher puis le début de Yellow, je te parle de ça, 96-97, t'as parlé des colocs. Nous, les colocs, pour Yellow, c'est un band qui nous a influencés et on va faire une grosse boucle tantôt.
Me Mom and Morgenthaler Oh avec Gus Van Gogh. Fait que, tu sais, on va parler de qu'on a travaillé sur un album ensemble. Ben, on a travaillé avec Gus. Fait que pour en revenir au début de Yellow, c'est ça. Ben, Yellow, c'est comme deux bands qui ont été mergées ensemble. Moi, je faisais du ska avec un band en anglais qui s'appelait Coffee Brains. Et Steph Yell avait son band qui s'appelait Yellow Molo, qui était pratiquement uniquement en français, si je me trompe pas, mais qui était beaucoup plus progressif. Ça tripait sur Rush un peu, c'était un trio. Il n'y avait pas de brass à cette époque-là. C'est ce qui a fait que le deuxième album de Yellow, ça s'appelle Milli Molo, et on a comme mis toutes nos démo tracks des deux bands ensemble pour que les gens comprennent d'où on venait. Fait que moi, je rencontre Steph Yell au cégep de Joliette, puis lui, il fait sa musique prog un peu à la Rush, que je trouvais cool, mais j'ai jamais trippé tant que ça sur la musique progressive. Fait que là, mais je trouvais qu'il y avait une couple d'affaires intéressantes, il y avait des bons hooks, tout ça. Puis Steph, la même chose. Moi, je faisais du ska en anglais avec Coffee Brains. Puis moi, je faisais tout ça, ces tunes-là, là, Gros Zéro. Au départ, je la faisais en anglais. On veut ton bien, ça existait déjà. Il y avait une couple de tunes. Ouais. Gros Zéro en anglais. Like, You're just a big zero. Non, il a changé les mots. Et il a gardé dans la même mélodie, puis même c'était déjà tout là. Et avec c'était déjà là. Fait que, bref, puis on a vraiment mergé les deux univers. Puis sur notre démo, on a 2 albums de Coffee Brains, puis il y avait un brass, il y avait un saxophoniste. Fait qu'on a fait un get-together de tout ça. Et quand ça s'est fait en 97, ça a été pas mal vite, tout ça. Parce ça, dire, on venait de rentrer... Tu sais encore au cégep où je venais de rentrer à l'université, puis là, on s'est inscrit à l'Empire des Futures Stars, qui était un des gros concours ici au Québec. OK. C'était un concours de band. OK, un genre de battle de bands, mais comme provincial. On pourrait peut-être faire un parallèle avec La Voix ou Star Academy de l'époque. Sauf que c'était plus axé sur les bands, vraiment. Puis t'avais, mettons, ça partait avec 30-35 bands. Mais ça, tout ça, c'était télédiffusé à la télé. Avec C'est quoi FM à l'époque. Wow, c'était Normand Bratoit qui animait ça, tout ça. Puis les prix étaient prestigieux pareil. Là, on avait un single qui était payé, qui passait à la radio. On avait un deal de disque, il y avait plein d'affaires. Yeah. Rien que pour vous dire, dans l'Empire des Futures Stars, les gens qui sont sortis de là, il y a eu Ariane Moffat, il y a eu Locke Merville avec Rude Luck, il y a eu Richard Petit avec l'affaire Tournesol, il y a eu les colocs ont été là-dedans. Really? Dédé, il a refusé de signer le deal à la fin. Il voulait pas avoir les mains liées par rapport à ça. C'est rien que pour vous montrer que c'était quand même un concours d'envergure. Puis on s'est rendu dans les 3 finalistes. Puis en 97, les 3 finalistes, c'était Yellow Molo, Vénus 3 et Projet Orange. Oh my God. Qui ont été 3 bands qui ont eu une carrière au Québec. Là. Et que, non, pour vrai, c'est dans Projet Orange, était un de mes bands quand j'ai commencé à faire de la francophonie, un de mes bands préférés. Puis c'est pour ça, comme je te dis, c'est fou. Le monde, je pense, sous-estime à quel point on prend pour acquis un peu, pas le rock québécois, mais il y a eu une grosse époque pour les bands alternatif ou du moins pop rock au Québec. Ben ouais. Il y a eu une grosse époque, puis je te considère comme une des pionniers là-dedans parce que pour vrai, quand tu penses, comme tu viens de nommer 3 groupes, ces 3 groupes-là, il y a plein de groupes aujourd'hui, ou du moins dans mon époque à moi, de fin 2000, que si ces groupes-là étaient pas là, t'avais pas ça. Je le remarque, je sors aux Deux Pierrots, puis je vois Rafi, puis des bandes de même, puis j'ai l'impression que c'est un peu, sans dénigrer rien, ça vient un petit peu de la formule de Vénus avec Vicky qui chantait, avec les Brass, un petit peu de Yellow là-dedans, même le lendemain de veille, un petit quelque chose, on a joué beaucoup aux Deux Pierrots, tout ça, fait qu'au niveau de l'animation, tout ça, mais ils le font très bien, là, c'est vraiment super. Pas... c'est un gros compliment, je trouve, pour justement des gars comme toi, que tu vois non seulement des, tu sais, je veux dire, comme tu dis, tu vois des ressemblances, mais c'est pas péjoratif, c'est plus comme nice. On a fait des doublés avec eux, ils nous ont invités à faire du studio avec eux, on les a invités avec nous autres, puis
on croit beaucoup au partnership, là. Je veux dire, avec Vénus puis Projet Orange, en fait, les gens croyaient qu'on était pour être en compétition, puis on est parti en tournée les trois cette année-là. Oh my God! Nado de Vénus 3, c'est lui qui a réalisé le 3e album de Yellow. Avec Vicky, j'ai joué des années de temps avec elle après, tout ça. Fait que il y avait un beau partenariat de tout ça. Fait que nous, quand on a participé à l'Empire des Futurs Stars, après ça a déboulé quand même vite parce qu'on est arrivé, il y avait un gagnant et deux perdants, si tu veux, qui était la position numéro 2, numéro 3. Et tout de suite, notre premier extrait a passé à la radio, qui était au départ, puis ça a déboulé tellement vite que notre premier album, on a vendu, je pense, c'est 49 000. 49 000? Ouais, le premier, puis on a fait les Francopholies. On a rentré de Pierrot, on a joué 10 ans de temps, 2 semaines in, 2 semaines out. That's insane. Juste pour vous mettre en contexte, mesdames et messieurs, là, moi, avec Kamakazi, je vais tourner probablement une fois ou 2 semaines, une fois 3 semaines, dépendamment de l'horaire. Tu sais, je veux dire, quand je vais en Europe, c'est des jours collés, mais au Québec, écoute, faire 2 semaines in, 1 semaine out. Ah, mais ça, c'était juste au De Pierrot. Je te dirais, la grosse époque de Yellow, là, c'était minimum 2 soirs semaine, puis des fois, ça allait à 4-5 soirs semaine. That is insane. On a quasiment 100 000 albums en carrière, Yellow, déjà. My God. Fait que ça a été vite. Le pourquoi que ça a fonctionné, je pense qu'on avait un petit peu une formule qui venait du ska californien, avec Real Big Fish, avec No Doubt, tout ça, puis c'était un petit peu la même époque. On faisait pas de balade. Rien que pour expliquer le contexte, là, c'est quand même drôle que je joue avec Boom maintenant, puis avec La Chicane. Mais à la même époque, il y avait La Chicane qui jouait, puis Noir Silence, puis il y avait beaucoup de balades. Le rock, c'était des balades. Ouais. Puis nous, on arrivait avec un son qui avait pas de slow, là. C'était juste des chansons rythmées. Il y avait des cuivres. Fait qu'automatiquement, ça sonnait un petit peu ensoleillé. Je pense que le monde sortait d'une dépression. Fait que c'est pour ça que les colocs fonctionnaient très bien. Il y avait d'autres bands à cette époque-là qui faisaient de la musique un peu summer. Fait que ça a bien été pour nous autres à cette époque-là. Mais c'est fou, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est comme tu dis, tu mets les gens en contexte, c'est que, je veux dire, à cette époque-là, d'un, les gens achetaient des disques, d'un, les radios jouaient du rock, étaient un petit peu, tu sais, les radios aujourd'hui, on s'entend, les formats ont changé au fil des années, le streaming, il y a plein de choses qui ont changé la donne, mais à cette époque-là, t'avais une tonne à radio, tu pouvais, comme tu dis, 4 shows semaine. Je veux dire, même moi, avec Kamakazi, on va dire, à l'époque, en 2008-2009, on dit quand on a sorti le premier album, je pense qu'on arrivait à la fin de la vague 3 accords, extérieur, machin. On arrivait à le tail end of that, puis, tu sais, juste jouer à énergie comme on a fait, puis jouer sur les grosses radios faisait en sorte que tu avais le show 2 de plus par semaine. Tu sais, ça, c'était en 2008. En 97 ou en fin de 90 et début 2000, ça a dû être incroyable. T'sais. Ouais, il y avait un gros buzz. Puis on avait créé un événement qui s'appelait le Show Capoté. Parce que là, encore là, pour vous mettre en contexte, en 97, là, jusqu'à les années 2000, là, nous autres, on avait eu un partenariat avec Trojan, les condoms, parce que on se remet à l'époque, là, il y avait déjà une façon différente de consommer la sexualité. Oh my God, ouais. Puis là, mais c'était devenu une nouvelle patente, de se protéger, tout ça. Fait qu'on avait fait un partenariat avec Trojan, puis on faisait le show capoté au Spectrum, parce que nous, on a joué au Spectrum souvent. Puis, on a fait 3 années où c'était un get-together de plein de bandes. Fait que nous, on a incorporé au début de leur carrière les Cowboys Fringants avec nous autres. Danny Bédard venait, boum. Il y a eu Cali Roots, il y a eu Groovy Hardvark qui ont fait des doublés avec nous autres. Puis c'était une récréation parce que là on pouvait être tout le monde ensemble, tu sais. Fait que là, toutes ces bandes-là, on avait tellement de chanteurs, tu sais. On pouvait faire des grosses tunes. Puis là, je reviens encore aux Beach Boys et aux Beatles. Il y a eu une des éditions, on a fait quasiment uniquement du Beatles. Puis là, ben, on était, tu sais, 12-13 chanteurs, 3 filles, 8-9 gars. Le soundcheck a dû être le bordel. C'était le fun, mais c'était pas très discipliné, mais le plus beau, c'était dans les loges. Là. C'est là que la récréation. Mais, fait que c'est ça, tu sais, c'était une autre époque. Il y avait quelque chose, il y avait, je sais pas, un friendship qui était bien présent, puis il l'est encore, tu sais. C'est sûr que les Québécois sont très nostalgiques, là, quand on annonce 10e anniversaire, 20e anniversaire, ou la reformation d'un band, tout de suite, on voit l'engouement, là. Moi, je le vois, là, avec Boom puis La Chicane. Mais tu vois que les gens avec la nostalgie, moi je vois ça, ben écoute, c'est pas toi c'est une autre paire de manches parce que c'était plus longtemps, mais tu sais, même moi avec mes tunes, que là, exemple, je vais fêter les 10 ans de mon premier album l'année prochaine, les tunes ont une manière de rentrer dans la vie des gens puis qui vont comme
highlighter des moments très pointus qui veulent dire beaucoup pour eux autres. Puis tu vois le pouvoir d'une vieille chanson. Je pense que c'est Stuart Copeland dans son documentaire The Police qui dit c'est le fun d'une nouvelle tune, mais c'est powerful une vieille tune. Dans le sens quand tu joues Roxanne puis le monde capote, là, c'est quelque chose. C'est comme nous autres, le petit castor au gros zéro. On était tannés. Je veux dire, moi je suis dans Yellow depuis janvier 2017, mais quand on les a joués, je veux dire, il y a des soirs on se disait oh non, pas encore le petit castor. Mais... c'est pas une composition de nous autres, mais bref, vous comprenez le sens, c'est qu'on peut être tanné d'une chanson, sauf que sont devenus plus grandes que nature, ils nous appartiennent plus. Fait que oui, on est tanné de faire gros zéro, mais à partir du moment où est-ce qu'on la part, ben quand t'as parce que nous autres là, on a fait les plaines d'Abraham une couple de fois là, les années qui mouillaient là, à Saint-Jean-Baptiste, c'était 150 000 personnes, puis on a déjà fait 250 000. À l'époque, Woodstock en Beauce, c'était des gros festivals où est-ce que c'était 50 000 personnes, tout ça, fait que on se disait oh non, pas encore la 500e fois que je vais faire gros zéro, puis quand t'entends oh my God. De 100 000 personnes, c'est comme tu te fermes la gueule. You just shut up and play the Giants. C'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce qui me fait capoter, c'est que même aujourd'hui, je veux dire, pour vous donner une idée de comparatif, t'arrives sur une scène de 1 avec 100 000 personnes rassemblées quelque part déjà, de plus en plus, c'est de plus en plus rare, les festivals, c'est fou de réaliser à quel point que les choses ont changé, mais pas vraiment, mais que en réalité, c'est des affaires même qu'on parle un peu nostalgiquement des vieilles affaires. Holy shit! C'est la façon de consommer la musique qui change. C'est autant de la télécharger, soit en la payant ou gratuitement. Je pense que d'aller voir des spectacles, c'est un peu l'avenue de YouTube et tout ça. C'est d'avoir l'accès facile à avoir des spectacles. Je dis pas qu'il y a juste du négatif là-dedans. Il y a vraiment un côté qui est trippant de voir que ça spread mondialement. Moi, je suis à sortir mon premier extrait de mon album solo la semaine prochaine. Puis mon label, il me disait bon, ben, voici c'est quoi les plateformes numériques sur lesquelles tu vas être diffusé dessus, et tous les pays que tu vas être diffusé. Puis là, je fais ça, c'est comme fuck. On est rendu là, c'est fou. Moi, à l'époque, les distributeurs physiques, là, jusqu'à récemment, les gens nous disaient avoir un album de Yellow à Gaspé, c'est difficile. C'est tough. Faut descendre à Québec. Puis c'est comme. Tu sais, maintenant ma toune va être en Afrique très facilement, là, tu sais, fait que il n'y a pas juste du négatif à tout ça, là. Non, mais tu sais quoi, tu me fais penser à quelque chose, puis je voulais en toucher parce que ça a rapport avec Yellow, justement. Tu m'as déjà conté une histoire, ça c'est plus sur le plus tard dans la vie de Yellow, je pense que vous avez fait le dernier album que vous avez fait, le dernier que vous avez sorti de compo. Il y a une toune dessus, je pense que c'était la grosse toune de l'album. Toi, tu m'avais conté, je pense que c'est toi qui, dans le fond, qui l'avais composé en plus. Tu m'avais conté comment tu l'avais composé. Tu parles de la toune Voyage? Of course, on parle de la toune Voyage. Comment je peux-tu pas oublier cette chanson-là? 2007, 2008? Quelque chose du genre. Je pense que dans cet album-là, il est sorti en 2009 parce que... Bon, ben moi, je l'ai composé en 2005, cette tune-là. Oh my God. Mais c'est ça. Je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être contée. Je pense pas que tu l'as contée à grand personne, non, du moins. Puis j'en ai une autre aussi quand tu parlais de quand une chanson t'appartient plus, là. On va parler de Voyage, puis après ça, je reviendrai avec l'autre tune. Voyage, en fait, j'étais en voyage avec... quel thème! J'étais en voyage, j'étais avec ma blonde et sa famille dans le sud, puis j'avais perdu... Tu sais, ça a l'air des fois un peu imagé, la chanson, quand tu regardes les paroles, mais c'est tellement autobiographique, parce que j'avais réellement perdu mes bagages. Puis j'étais parti, je pense que c'était comme 2 semaines, une affaire de même. Puis ils ont retrouvé ma valise la 12e ou la 13e journée. Ouais, juste quand on avait besoin. Fait que j'ai passé mon voyage avec le même costume de bain, avec la même camisole, puis le même chapeau tout le temps, tu sais. Puis l'endroit où est-ce que j'étais, à un moment donné, tu sais, moi, je suis bien mal faite, là, mais j'ai une inspiration tout le temps où est-ce qu'il faut pas. Fait que j'ai déjà écrit une chanson sur un sac à vomi d'un avion. Ou sinon, un apron de restaurant, c'est parfait. Tu sais, quand il faut pas, puis t'es avec du monde, puis que là, t'as comme 2 phrases qui pop, là, puis c'est tout le temps comme ça. Puis là, ben... cette chanson-là, j'avais vraiment un hook, là, tu sais. Je pars en voyage. Puis là, je l'avais dans la tête. Puis là, évidemment, l'instrument sur lequel je me rattache pour composer des chansons, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la guitare. Plus, peut-être depuis 2-3 ans, un petit peu plus le piano, là, mais c'était beaucoup la guitare. Puis là, ben, dans le pays dans lequel j'étais même pas capable de trouver une guitare.
nowhere to be found. Non, fait que là, j'essayais, avec ma mémoire, de me souvenir des accords, d'une genre de mélodie, puis j'avais placé la demande à l'équipe du resort de trouver une guitare, puis ils étaient pas capables, puis ils sont arrivés avec un ukulélé. C'est ça, je pense, ça qui m'a frappé le plus. Comme, we don't have a guitar, but we got On a a ukulele. c'est ça. Puis là, c'était avant la vague, tu sais, avec la Jason vague. Mraz. Exactement, en 2005. Là, puis là, je savais pas les voicings, parce que, en tout cas, c'est technique, là, mais les cordes, les façons de faire des accords sur un manche de ukulélé, c'est pas pareil que d'une guitare. Fait que là, c'est pour ça que la chanson est en do, parce que c'est la tonalité la plus facile pour composer. Puis là, je l'avais dans la tête, puis là, j'ai comme, par déduction, trouvé les accords, puis j'ai composé la tune comme ça. Oh my God. Tu vois, ça faut que vous compreniez, en tant que songwriter, toi t'es un songwriter, I'm a songwriter, j'adore ces histoires-là parce que pour vrai, Voyage a été, puis tu sais, on parle de Gros Zéro, on parle des gros, tu sais, Sabrina, toutes ces grosses tunes-là, évidemment, on frappe l'imaginaire dans la culture québécoise du rock, le kit, mais une tune comme Voyage qui était plus récent, a vraiment joué. Là. Moi, je veux dire, on le pognait à la radio souvent. Puis quand tu m'avais conté cette histoire-là, je suis comme, it's such a great story. Comme que, tu sais, je veux dire, c'est le fun de ça. Tu sais, comme le monde, je trouve que en tant que consommateur casual de musique, les gens, des fois, tu sais, je veux dire, moi, j'en mange de savoir comment les tunes sont faites, comment les albums sont produits et tout. Mais je trouve ça tellement le fun. Puis c'est une belle histoire à compter de justement dire que this song, oui, quand t'écoutes la tune, if it sounds the way it does, c'est à cause que ce gars-là, il a écrit ça en voyage sur un ukulélé emprunté sur un resort. It's crazy. Exact. Mais tu me parlais d'une autre tune que c'est qu'on parlait des fois que, tu sais, on est tanné de faire une chanson, mettons comme Gros Zéro, quoi que ce soit. Puis, tu sais, des fois, les chansons, ils finissent par plus t'appartenir. Ils sont plus à toi, tu sais, t'es as créés, ça l'a eu, je sais pas comment dire ça, ça a eu sa durée de vie par rapport à l'intérieur de toi. Puis à un moment donné, tu la releases sur un album, puis à partir du moment où elle devient sur l'album, tu sais pas ce que les gens vont en faire. Comment ils vont la consommer, est-ce qu'ils vont en consommer beaucoup ou pas, ou des fois on pense que ça va être une chanson d'été, puis ça sera pas ça ou quoi que ce soit, puis... Ce qui est bien cocasse, c'est que sur ce même album-là, j'ai composé une tune qui s'appelle J'adore t'aimer, qui était qui est une chanson qui se veut quétaine à l'os, à la façon des Classelles. Tu sais, là... it's cheesy, unabashedly. C'est cheesy, mais c'est assumé au bout, ça. C'est ça. Pat Boone, là, à l'os. Puis la chanson, j'explique comment toutes les façons que je peux aimer ma blonde la plus quétaine possible. Et... juste avant de sortir l'album, évidemment, en tout insécure artiste qu'on est, tu sais, 2 semaines avant que l'album sorte, là, on se met à freaker, puis on se dit, c'est-tu bon? J'ai-tu écrit de la merde? C'est comme, je suis en train de faire une gaffe, là, puis tout ça. Et un des juges, évidemment, il y a tout le temps ma blonde, puis il y a ma sœur, qui me suit depuis ces 25 ans de carrière-là. Fait qu'elle m'a vu dans tout, dans les ups et les downs, puis elle est capable de me dire, ouais, ça, le frère, c'était semi, là, tu sais. Puis, ben, j'avais donné une copie de cette, qui se trouve être le dernier album de Yellow de composition, en 2008-9 à peu près, parce qu'après ça, on a sorti un live. Fait que c'est le dernier album de composition, puis fait que je donne l'album à ma soeur, puis ce que je savais pas, c'est qu'elle se faisait des soirées de girls, puis elle mettait ça dans l'appart, puis là, ben, je sais pas quoi, il se faisait des tresses, puis du popcorn, puis il écoutait et tout. Pillow fights, naked pillow fights, all the stuff. C'est ça. Puis, pas longtemps avant qu'on sorte l'album, à un moment donné, je reçois un courriel d'une de ses amies que je connais pas. Puis elle me dit, je sais que tu dois pas recevoir ce genre de demande-là bien souvent, mais j'aimerais te demander la permission d'avoir une chanson qui va être sur votre prochain album. Puis c'est J'adore t'aimer, parce que la fille, elle voulait se marier dans l'été, puis l'album sortait à l'automne, quelque chose de même, genre au mois d'août, quelque chose de même, ou septembre, puis elle a se marié pendant l'été, puis elle a dit, ben, je l'ai entendu souvent, tu sais, à toutes les 2-3 semaines, je fais des soirées avec ta sœur, puis je l'aime, cette chanson-là, puis je trouve que ça nous représente, puis c'est nous autres, nanana, puis j'aimerais ça t'emprunter la chanson, puis la mettre à mon mariage, puis j'avais accepté, avant que l'album soit sorti, puis j'avais fait une copie sur un CD, puis parce que moi, je trouvais que c'était plus important que la toune, elle veut dire quelque chose pour ce couple-là. Tu sais, je trouvais que je l'avais tatoué, je l'avais greffé là, à ce couple-là, puis à leur entourage. Fait que, tu sais ça, des fois, on reçoit des demandes un peu spéciales, mais je trouvais que
C'était une bonne raison. La raison était bonne. La raison, dans le fond, ça l'a fait l'album que, dans le fond, comme tu dis, si c'était pas de cette situation-là, ça aurait été peut-être oublié, mis dans le B-side, jamais pu entendre. Ben, ça a été un B-side, ça n'a jamais été traqué à radio. Live, c'est une chanson qui fonctionne bien, parce que c'est quétaine un peu, tu sais, mais vraiment de savoir que cette chanson-là, tu sais, comme quand tu dis c'est ma tune, Yes, c'est leur tune, c'est leur tune. Oh, it's great. Je pourrais plus jamais leur enlever. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil. C'est bon, ça, c'est cool parce que c'est ça l'affaire aussi, c'est que toi, évidemment, on parle de tune que t'aimes, c'est pas pour faire une comparaison boiteuse, là, mais évidemment, dans ta carrière après, ou du moins en même temps qu'Hello, ou dans les années après ça, t'as joué avec Monsieur Ballade lui-même, Monsieur Boom Desjardins. Je dis pas ça péjorativement, c'est juste dans le sens que moi, en tant que fois, comme anglophone qui ne connaissait rien de la francophonie, Boom Desjardins, la seule chose que je savais, tu pourrais même me dire, non, Nick, c'était pas Boom, c'était la chicane. C'est l'affaire de la toune, comment avoir encore, genre, la question qu'on se voit, écoute, j'ai l'air tellement stupide parce que je fais de la musique francophone puis je connais même pas les classiques, mais tu sais, c'était comme, encore une fois, c'est comme dans un festival, j'entendais, tu me montrais la tune, je suis comme, oui, je connais cette tune-là, mais je pourrais pas te nommer le titre ou quoi que ce soit. Puis, toi, t'as non seulement joué, mais je pense que t'as aussi composé. T'as fait de l'écriture. J'ai fait de tunes avec la chicane puis avec Boom. C'est drôle parce qu'à l'époque, c'est comme ça que j'ai connu Boom. C'était pendant Yellow, on faisait des tournées, puis à un moment donné, les bands ont fini par se croiser, tu sais, à faire des doublés ensemble. Puis c'est comme ça que ça a commencé. En fait, je l'ai pas raconté souvent, ça. Puis il y a eu un doublé à un moment donné avec La Chicane puis Hello. On ouvrait pour La Chicane parce que La Chicane, c'est quand même un band marquant au Québec. Là. Ben, ça, moi, ça, pour vrai, j'ai l'air comme un stupide, mais La Chicane, I know what that is and I know how important. Ça vendait 250 000 albums par album. Là. C'est gros comme La Pointe puis Kevin. Là. C'était huge. Puis c'est pour ça qu'Hello, même si ça fonctionnait bien, on ouvrait pour eux. Puis il y a un moment donné, il me semble que c'est Brossard, on a ouvert pour La Chicane. Puis c'était la fête à Boom. Puis Christian Legault, le guitariste, il m'appelle. Puis il nous dit on aimerait ça pour faire un number, une surprise à Boom. Puis il avait invité Marc-Chantal Toupin, il y avait Dan Bigra. Il y avait d'autres mondes qui étaient là. Puis il nous avait demandé d'apprendre une tune de La Chicane en reggae. Puis là, on avait réussi à faire croire à Boom que ok, mais là, Boivin, il a pas débarqué son drum, c'était compliqué le changeover, puis qu'il va rester, il va avoir 2 drums sur le stage, Puis là, quand il est venu le temps de faire la tune, en plein milieu de la tune, Yellow, on a tout embarqué avec nos brasses, puis on a fait une version reggae d'une de leurs tunes, c'était Doris. Une reprise. Puis, fait que là, Boom, il capotait, il était bien content, tout ça. Fait qu'il y a eu un after party après, Maheu était là-dedans, tout ça. Puis c'est la première fois que j'ai rencontré Maheu. Puis c'est ça, Boom, après ça, il m'a checké à aller pendant la soirée, puis il m'a dit, ce gars-là, il est capable de faire d'autres choses que tout. Fait que là, il voyait quelque chose de plus, il voyait que je chantais, tout ça. Fait que, il s'en est souvenu, tu sais. Ouais. Puis après ça, pour expliquer un petit peu, long story short, l'histoire de La Chicane, c'est qu'il y a eu comme une deuxième mouture au band de La Chicane. La première mouture, il y avait Christian Legault, Éric Lemieux, puis il y avait les 2 frères Bédard, Danny Bédard, Martin Bédard, qui jouaient basse et batterie. Puis quand les deux frères Bédard ont quitté à peu près en même temps, fait que c'est à ce moment-là que moi et Éric Maheu, on a rentré au drum puis à la bass. Puis c'est ça, il s'est souvenu de cette soirée-là où est-ce qu'il a dit, ben Colin, on pourrait peut-être appeler Yannick, d'après moi, il est capable de faire d'autres choses. Puis fait que c'est comme ça que ça l'a parti, mais à cette époque-là, ce qui est drôle, c'est que même en entrevue, j'arrêtais pas de blaster à Chicane. J'arrêtais pas de dire, Chris, ils font rien que des slows, c'est donc bien long, tu sais. Puis j'ai fini par jouer avec Boom, tu sais. C'est ça, il m'a appelé pour faire le 3e album de La Chicane, qui s'appelle Entre nous autres. J'ai composé une tune qui s'appelle Jusqu'à dimanche, cet album-là. Avec Richard Pelland qui revient, qui était mon gars de l'école secondaire que je vous parlais plus tôt. Puis ensuite de ça, Boom, il est parti faire sa carrière solo. Puis à ce moment-là, j'ai refusé de partir avec eux. Puis j'ai continué de jouer avec Hello c'est ton band. C'était mon band. J'écrivais mes... Pour expliquer, là, en gros, là, avec moi et Stéphane, on a pas mal composé la moitié des chansons à FNAF, moi et lui. Le Lennon McCartney de Yellow Mellow, dans le fond. Là. Ben, je vais pas dire qu'on a fait à FNAF, là, mais presque. Là, il y avait des collaborations, mais en gros, je l'ai fait pas mal. Fait que c'est pour ça que je priorisais Yellow. Puis fait que là, Boom, il avait mal pris un peu à cette époque-là. Puis il avait pris Alain Quirion à batterie, qui est un de mes idoles, qui est le batteur de Zébulon.
qui est un autre batteur qui chante. Fait que là, vous voyez un petit peu le lien tout au long de l'entrevue. Là. Puis, au même moment, Éric Maheu sortait son album solo, qui joue de la basse, puis il m'a demandé de jouer de la batterie avec lui, puis c'était sur le label à Boom. Fait que là, Boom, il pluguait Maheu en première partie de son album solo. Fait que j'avais la chance de jouer 15 minutes avant le show de Boom, et après ça, de me parker en coulisses, puis de voir Alain Quirion, mon idole, jouer du drum avec Boom, que je connaissais Boom. J'allais boire toute le bière dans la loge pendant qu'il jouait. That's the way to do it. C'est ça. Puis, c'était tous des musiciens que j'admirais. Il y avait Claude Pinault, il y avait Dan Ranallo, il y avait Maurice Soso. C'est tous des musiciens que ça a joué avec Lara Fabian, ça a joué avec Garou, ça a joué avec Céline Dion. C'est vraiment des top-notch. Yeah. Puis que là, moi, j'étais en coulisses, puis je voyais Alain Quirion qui me fascinait. On a pas mal le même casting, puis par la suite, on est devenus des grands amis, puis on sob un l'autre avec David Jalbert, avec plein d'autres artistes. Ouais. Et fait que là, moi, je le voyais jouer, tu sais, puis à un moment donné, pour une raison que j'ignore, il a quitté la tournée, Alain, tu sais, puis boum, il m'a appelé, il m'a dit ouais, on est mardi, je le sais, là, mais pourrais-tu apprendre le show pour vendredi, mettons? Alain serait pas là, tu sais, puis je dis ben oui, ça fait 3 mois que je l'écoute en coulisses, fait que c'est comme ça que j'ai réintégré le projet avec Boom, tu sais. Il m'avait pardonné le fait que j'avais priorisé Yellow. Puis ça, ben, je te parle de ça, c'était à peu près en 2008-2009, là, en même temps que l'album de Yellow, puis c'est depuis ce temps-là que je suis avec Boom. Wow! Parce que l'affaire que le monde ne savent pas, puis c'est là où que je voulais en venir avec tout ça, parce que, question de boucler la boucle, toi puis moi, on s'est rencontrés à cette époque-là. Dans le fond, pour vous raconter une histoire de comment moi puis Boisvert, on s'est rencontrés, du moins de mon point de vue, parce que je trouve que c'est quand même une drôle d'histoire. On jouait Kamakazi. T'en reviendras jamais de ça. It was the funniest thing. C'était l'affaire la plus drôle au monde pour moi, parce que j'étais what the fuck is happening? On était bookés sur le festival La Bûche, ou le festival du bûcheron de Saint-Raymond. Un festival quand même, tu sais, carrément lumberjack au bout. T'avais Boom Desjardins sur le gros stage que moi, j'étais comme wow, c'est donc ben gros, puis avec du gear, puis on dit Kamakazi, vous jouez sur l'autre petit stage à côté, side stage. Pas de trouble. Mais là, tu vois, nous autres, je pense qu'on est arrivés... vous autres, vous étiez en train de sound-checker sur le gros stage. Nous, on arrivait pour déloader. Fait que là, nous, évidemment, on est 3 gars de 18 ans, 19 ans. On arrive à ce festival-là, on regarde le gros stage, comme « Oh my God, c'est humongous! » Puis, tu vois le banc, tu sais, tout est plus grand que nature, là, ouais. Ça a l'air d'une forteresse de stage. Fait que là, évidemment, nous, on lâche nos affaires, puis vous êtes en train de sound-checker, on s'avance... au stage. On regarde un peu ça aller. Évidemment, moi, à ce moment-là, Boom Desjardins, à mes yeux, c'était juste comme, oh, le barbu qui chante le slow. I know that. Okay. Le petit viking. Le petit viking, c'est ça, tu sais. Puis, je dis ça, ça a l'air tellement péjoratif, c'est pas ça le but, là. C'est que, I don't know. Je suis très ignorant sur beaucoup d'affaires, pis c'est stupide au bout parce que ça devrait pas être le cas, puis j'apprends, puis c'est juste qu'à cette époque-là, c'était comme encore pire. C'était juste comme, OK, who's the Viking playing this slow song? Fait que là, vous soundcheckez, et là, la tune finit. Là, je vois le batteur que moi, je vois au loin tatoué. Les autres étaient quand même plus clean cut, on va dire. Mais ouais. Toi, le gars tatoué avec les nets, dans le fond, au drum, tu te lèves de ton drum et genre... tu t'en viens pas en courant, mais tu sais, comme un pas décidé, assumé, comme like, oh shit, did he hear us? On a-tu dit quelque chose puis qu'il a entendu des micros? Vous avez pas le droit de regarder. Vous avez pas le droit de regarder notre soundcheck. Tu descends, je pense, tu me pognes la main puis tu dis, hey man, je suis vraiment gros fan de ton band ou j'adore votre album, c'est vraiment cool les parts. Moi, je suis là, I'm like, what the fuck? How does this guy know what we do? C'est quoi? C'était comme... J'avais entendu les tonnes, moi. Ah non, mais c'était juste comme pour moi. Moi, j'étais comme, oh my God, they know what we're doing. C'est crazy. Tu sais, c'était juste hors de l'imaginaire que le gars... On est allé souper ensemble après. Oui, c'est vrai. On est allé souper ensemble après. C'était un petit restaurant. Miteux. Comme en festival. Mais cette fois-là, c'est ça, on avait mangé ensemble. Puis je pense que tu m'avais lancé l'invitation. Tu dis, hey, je lance mon album. De Yellow, pas longtemps après. Pas longtemps après au Francophonie. Puis j'avais été avec mon ex à l'époque, on est allé voir. Tu jouais à show extérieur, gratuit la patente. Puis juste pour vous mettre en contexte aussi de ce show-là, moi, à cette époque-là, avec Kamakazi, on avait fait une couple d'affaires. C'est sûr qu'on avait déjà des tunes sorties à la radio, on avait un peu un following, mais tu sais, même nous, à cette époque-là, on se voyait pas comme des stars de la musique québécoise. On se sentait imposteur. J'étais un anglophone qui chantait en français. Pour moi, il y avait rien qui était dû.
Il y avait rien qui était... Ouais. Pour moi, c'était comme, man, je peux pas croire qu'il me laisse faire ça. I'm getting away with this. Je suis comme un voleur qui, oh my God, like, il accepte que mes tunes jouent. Tu sais, zéro comme, hey, je mérite d'être ici. Fait que quand Yannick il nous voir puis il était fan, c'était comme une des premières fois que j'étais comme, OK, genre, il y a du monde qui savent ce qu'ils font, qui aiment ça. OK, puis peut-être c'est bon ce qu'on fait, peut-être, finalement. Tu sais, maybe, tu sais. Puis tu m'avais lancé l'invitation, moi puis mon ex à l'époque, on arrive au stage. Vous jouez un show, tu viens me voir après. Je suis comme, this is really cool. Tu sais, genre, j'avais adoré le show. C'était vraiment bon. Évidemment, tu sais, quand t'as joué les grosses tunes, je suis comme, oh, that's who they are. Ah, I get it. Awesome. Tu sais, genre, tout avait commencé à se mettre en place. Et je pense qu'on est allé... Tu m'avais invité pour un verre après au Balouz. Ouais, au Balouz. Au Balouz, tu sais, le bar. Qui est maintenant l'Abreuvoir. L'Abreuvoir. Puis ça, c'est une histoire que je vais compter. C'est juste, pour moi, c'est drôle parce que c'est juste pour vous mettre encore une fois dans ma tête. J'étais un jeune fringant qui était en train de prendre une bière avec... À ce moment-là, je suis comme, oh my God, this guy, wow, this is great. T'sais. On est dans le bar, on arrive, tu rentres. Toi, tu rentres dans le bar confortable, tu sais, you're doing your thing. C'était le bureau, j'allais souvent. C'est ça, c'est le bureau, t'arrives, you're chump, le kid. On arrive au bar, puis là, genre, je vais me commander un verre. Là, toi, t'arrives, je pense, t'avais ton pichet de cranberry juice et ton petit, whatever, chose de vodka. Tu sais, t'avais ta petite table, t'avais comme, everything was like, as you left it, c'est cool, tout est beau. Puis, je suis en train d'essayer de me commander une bière, ça marche pas. Puis là, tu me prends un verre, tu me fais un drink, tu sais, puis là, moi, je te dois combien? T'es comme, non. Tu me dois rien, man. You're my guest. Like, let's have a drink. Let's get to know each other. On est amis maintenant. Let's do this. Puis ça m'avait tellement frappé l'imaginaire parce que j'étais juste comme, wow, ça a l'air drôle ce que je veux dire là, mais genre, c'était une des premières fois que je me suis senti en anglais où c'est peer-to-peer. A peer. Ouais, je comprends. Tu es dans la ligue avec quelqu'un. Évidemment. D'égal à égal. Égal à égal. Parce que pour moi, j'étais tout le temps en dessous de la musique québécoise parce que pour moi, j'en faisais pas vraiment. Ben, moi, j'ai jamais fait de différence. C'est pas parce que tu joues avec quelqu'un qui vend plus d'albums, on fait la même job. On fait la même chose, c'est-à-dire écrire des tunes, puis... Ben, tu vois, c'est là the genesis of, parlant de Phil Collins, le genesis de la genèse de où que nous, on s'est connus, c'est ça, c'est justement où que moi, j'ai comme eu un déclic comme... OK, there's like really cool people in this industry. Il y a du monde vraiment chill qui sont fans de musique. Puis oui, ils peuvent être dans un band comme Boom qui vend des centaines de milliers d'albums. Mais à la fin de la journée, le gars, c'est un tripeux de musique. Exact. Puis je pense que c'est à ce moment-là, je pense qu'on a commencé à se tenir ensemble. Puis t'as fini dans ma cuisine souvent. Souvent. Tu m'as joué tes tunes, puis j'arrêtais pas de te dire, faut que tu le fasses, cet album-là. Oh my God. Rien à cacher. Oh my God, ouais. Rien à cacher. Je veux dire, pour que le monde, les fans de Kamakazi, ils le savent, évidemment. Le premier album, t'avais Rab. C'était comme un mix de Rab. C'était un mix de Gab Ryan. Brangelina. T'avais Ryan puis Gab. Puis c'était... Rab. That's good. Sacrément. C'est ça, tu sais. Brian. Listen, this is Grind and so good. Sorry, excuse-moi, peut-être c'est juste parce que it's late at night, but that's crazy, it's funny. Mais... Fait que Gab et Ryan, c'était la formation originale. Fait que rien à cacher, pour le monde qui ne savent pas, c'est à l'époque où que, Ryan avait parti du band, on avait, tu sais, bref, on était rendu moi puis Gab. Évidemment, on cherchait un nouveau batteur. On avait un peu des problèmes de trouver... Parce que Ryan, il était très intégral au son de Kamakazi. Le gars, vraiment un batteur extraordinaire. Puis c'était signature du band. Fait que, tu sais, de remplacer ça, c'était très difficile. Puis quand Rien à cacher, j'étais en train de l'écrire. Évidemment, à cette époque-là, on s'est connus en 2009. J'étais en train d'écrire les chansons. Puis, veux pas, avoir un ami comme Yannick qui avait de l'expérience en composition, songwriting, d'avoir ce mur-là à lancer les idées, de dire... Hey, tu sais, puis on parlait souvent de les Phil Collins, les Bryan Adams, les compositeurs, les gars, nos idoles de writing, que, tu sais, on se jasait de comme le craft, dans le fond, tu sais, comme de how to write a song. Fait que là, évidemment, moi, avec Rien à cacher, tu sais, il y a eu l'histoire de signer avec un nouveau label, tu sais, toute la paperasse business, tu sais, toi, là-dedans, t'as été tellement un bon mentor de comme, hey, tu sais, watch out for this, watch out for that, tu sais, genre, telle affaire, tu sais, genre, j'en ai vu des mauvais contrats, j'en ai vu des bons contrats, puis, hey, donc, regarde, tu sais, fait que cette époque-là, pour moi, ça a été formatif avec toi, dans le sens que, tu sais, dans le processus juste de comment l'album est venu voir le jour, mais en plus de ça, puis là, c'est là où que je voulais en venir, c'est que, là, quand c'était le temps d'enregistrer Rien à cacher, que le deal était sécurisé, puis qu'on passait à l'avant, j'allais travailler avec Gus Van Gogh.
Gus fucking Van Gogh. Gus fucking Van Gogh, the master. Et dans le fond, Franz Indica, à cette époque-là, on m'avait mis en contact. Puis, by the way, je sais pas si je l'avais compté, mais pas Franz, mais Gus, lui était sûr qu'en travaillant avec moi, il dit, oh my God, I'm going to be working with some kids, it's going to be hell. Je vais leur charger le double du prix ou quelque chose parce que ça va être pénible. Il pensait se faire chier. Il se pensait se faire chier, puis avec raison, j'ai donné raison parce que j'avais 22 ans quand on a fait Rien à cacher. Fait que, tu sais, à la limite, c'était comme comprenable qu'il fasse comme, oh boy, moi, je tape des gars qui sont, the Stills, Priestess, I mean, these are, tu sais, puis, tu sais, I'm in New York, this is a whole other world, tu sais, fait que, bref, le batteur au moment, avant de rentrer en pré-prod, malheureusement, avait chié dans la pelle, ça avait juste pas marché. Gus était comme, you know what, guys, you guys gotta get in, il faut qu'on fasse de quoi, là, ça peut pas être ça, tu sais. So, moi, je pogne le téléphone, puis j'appelle mon chum Yann, puis je suis comme, Yann, je rentre en pré-prod demain. Ça te dérange-tu de venir faire la pré-prod puis taper cet album-là, genre là? Tu connais pas les tunes ou... Ouais, t'es connais, mais tu sais, genre, come and do this record right away. Je pense que le lendemain, t'es arrivé au local, on a passé, quoi, une semaine avec Gus à pré-proder les chansons dans une petite pièce quelque part dans l'East End. Petit local miteux qu'on avait pogné d'un ami. Des raffineries pis tout. En haut d'une place de pôle. Ouais, en haut d'une place de pôle. Moi, je capotais de voir Gus Van Gogh qui était descendu de New York, entendre ça, puis... ça que je trouvais dommage, tu sais, c'est que le gars qu'on avait trouvé pour faire le recording, il était talentueux, mais... Il avait pas fait ses devoirs, tu sais, puis il m'avait demandé d'y prêter un drum, tu sais. Fait que moi, j'avais livré un drum pour lui, puis j'avais croisé Gus au local, tu sais, puis il m'avait entendu jouer, tu sais. Fait que là, je pense qu'il avait enregistré une coupe de... Il a pris une coupe de notes dans sa tête. Souvenu, c'est ça. Puis là, ben, après ça, quand le batteur est venu, puis qu'il a essayé une journée ou deux, puis s'est rendu compte que... Il n'a pas fait ses devoirs, tu sais. Après ça, ben, OK, pourquoi qu'on n'appelle pas Yann? Ça pourrait bien marcher. Fait que moi, pour boucler la boucle, tu sais, Me Mom and Morgenthaler, qui était le band à Gus Van Gogh, tu sais, ça nous a beaucoup influencé avec Yellow Molo, tu sais. C'était un band de ska, puis il y avait une fille, Lucy, Gus, chantait, il y avait vraiment, tout était là, tu sais. Ça nous ressemblait quand même beaucoup, puis... Ça devait être, moi, je me rappelle, c'était tellement un trip, je disais, tu m'en parlais, puis je disais, peut-être à l'époque, je réalisais pas, puis maintenant, beaucoup plus qu'avant, ça devait être tellement un trip, tu travailles carrément avec un de tes idoles. Ben oui, la première fois que j'ai rencontré dans le local, moi, je pognais de quoi, tu sais, puis lui, Gus, il se souvenait, il avait entendu parler de Yellow, il s'en souvenait un petit peu, puis tout ça, puis lui, après ça, c'était un gars de Montréal, puis il avait move à New York, à Williamsburg, puis travailler avec lui, tu sais, parce qu'il faut pas oublier qu'après ça, Gus, il a eu plus une carrière de réalisation, tu sais, je veux dire, il réalisait les albums que j'écoutais, tu sais. Compter les corps, là. Encore à ce jour, et je dis, it's on record the best, if not best punk rock record. Il y en a deux. Il y a l'heptade d'harmonium, puis il a compté les corps. Pour vrai, il y a eu plein d'autres affaires qui étaient faites, mais c'est comme, soniquement, là, c'est un album, c'est un wall of sound, c'est quelque chose de vraiment inégalé, à mon avis, tu sais. Je trouve qu'il a fait la crise de bon job avec les 3 accords. Il a fait vraiment des belles affaires. Fait que moi, de travailler avec lui, tu sais, même, tu sais, à cette époque-là, j'avais déjà un genre de 17, 18, 20 ans de carrière, puis j'étais comme... Fuck yeah, man, je vais en travailler avec Gus. Puis il m'a fait travailler très fort. Toi, t'as été. Il nous a botté comme. T'as été témoin de tout ça. J'ai été témoin. Écoute, juste pour vous mettre encore une fois dans l'esprit de ce moment-là, Kamakazi, je veux dire, moi, mes expériences d'album, j'avais fait j'avais fait des albums avec mon album en anglais, mais là, ça, c'était la première fois que c'était comme you're working with a producer. Ça, là, c'est un architecte de son. T'as des bonnes idées, t'as des bonnes tunes, mais là, t'as quelqu'un qui va arriver, là, puis joue 8 notes, puis il faut qu'il soit 8 pareils, puis qu'il n'y en ait pas un qui est pas sur la coche. Puis écoute, toi, à ce point-là dans ta carrière, t'avais comme dit 18 ans de carrière de drum, t'as joué des gigs, t'as joué des foules de 200 000 personnes. Là, t'arrives à New York, toi et moi, on débarque justement, je pense quelques mois après, quelques semaines après, on arrive à New York. Moi, j'étais là, j'ai habité là-bas 6 semaines de temps pour faire Rien à cacher. Toi, t'avais resté, je pense, 2 semaines à peu près. J'étais revenu la fin de semaine pour faire des shows ici au Québec. Ouais, c'est vrai. Puis, parce que, en tout cas, pour vous situer, d'habitude, mettons, là, un batteur qui a de l'expérience un petit peu, là, un album complet là, de 12, 13, 14 tunes, on fait ça en 2 jours. Une journée et demie, 2 jours, les drums sont faits d'habitude. Quand tu connais tes trucs, puis avec Gus, je me trompe pas, c'était 5 jours. 3 jours de drum la première semaine, puis 2 jours de cymbales à la fin. C'est parce vrai. Que Gus, il y a une technique de taper tout ce qui est les cymbales séparément des tambours. Fait que c'est comme si c'est une science. Ça devient la science du sport et de la mathématique.
Puis il y a des raisons sonores pour tout ça, pour Ben, pouvoir bien isoler les trucs. ouais. Fait que s'il y a pas d'improvisation là-dedans, il faut que ça soit planifié, il faut que ça soit bien préparé. Avec le tuning, puis j'avais jamais joué fort de même de toute ma vie. Ah ouais, mais T'as des gros bras, Oh. toi, t'es capable de fesser là-dessus. J'étais Oh my rendu... God. On allait à côté du studio, il y avait un magasin de musique qui était annexé à ça, tu sais, au studio, puis Le Main on est Drag, allé ouais. chercher Main Drag, puis il est allé me chercher les plus grosses baguettes ever. C'était des 2B, je pense. C'était gros, Ouais, man. c'est vrai, t'avais tellement c'était gros. huge. Puis il y avait des grosses cymbales. Là. On avait pris ces cymbales finalement à des pasties. Là. C'était le setup à John Bonham. Là. C'est comme was a une loud ride kid. 24 pouces. C'est immense. C'est un hi-hat 16 pouces. J'ai tapé sur le bass drum des Steels. Ah ouais, un c'est- vieux Gretsch qu'il avait acheté. Non, c'était le bass drum de Interpol. Interpol, c'est ça. Interpol, c'est vrai, Exactement. c'était son bass drum, ouais. Puis c'est ça, il m'avait fait jouer fort. Puis tous les patterns, justement, là, séparés des cymbales, des tambours. J'ai tellement appris de gosses à cause de ça. Tu sais, maintenant, toi et moi, on réalise des albums maintenant, puis avec les années, on a fait ça. Lui, là, la manière qu'il a approché, comme tu dis, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est patterns, puis c'est une science quasiment, puis c'est pas parce que ça enlève l'art de la patente. Oui, il y a de l'art là-dedans, mais c'est juste que, tu sais, quand vous écoutez de quoi, puis vous faites « Wow, wow! » Il y a une raison pourquoi c'est Il y a du wow. travail Il y a du là-dedans. travail là-dedans. Puis pour vrai, tu sais, tu parles de ton drum, je veux dire, t'as fait tellement un job de malade mental sur Rien à cacher. Puis, tu sais, les 5 jours, comme tu dis, moi, je me rappelle, j'étais là, je faisais un peu de vidéoblogging, évidemment, un peu chef d'orchestre des tunes, dans le sens que, tu sais, c'était les tunes que j'avais écrites. Fait que, tu sais, j'étais comme, alright, let's, I want to hear what's going on. Mais toi, man, tu jouais, là, tu sais, c'était fort, c'était quand même des bonnes journées de 8-9 heures, quand même, facilement. Ah, ben oui. Ah, c'était. Ah, regarde, moi, je pensais aller tripper à New York, puis on est allé prendre une bière un soir, le dernier soir. vrai. Les autres soirs, là, il était rendu à 10-11 heures le soir. Bon, on allait faire des dodos. Ouais. J'avais travaillé fort, puis j'avais pas la tête à ça, parce que je savais que le lendemain, j'étais pour me faire encore Oh, man, mais écoute, botte kicker. j'écoute l'album encore aujourd'hui, puis je sais que même parmi les fans de Kamakazi, puis ça c'est pour long story short, c'est que Rien Caché était drastiquement différent de Tirement du Il était Pire. moins punk Il un était peu, moins là. punk, il était plus léché, mais tu sais, Rien Caché, peu importe ce que les gens pensent, c'était un album très, très, très important pour Kamakazi. Ça nous a... Je rencontre encore des musiciens, des gars justement, des chums à toi, des vieux de la vieille, qui viennent me voir, puis que, exemple, genre Stéphane, justement, on parlait... qui a joué avec Jean Leloup, les projets Orange, justement. Ouais, avec tout le monde. Tout le monde. Nomme-moi un artiste qui n'a pas joué avec, c'est impossible, il a joué avec tout le monde. Ouais. J'étais en festival à Thetford Mines, le Welly Fest. Il jouait avec Bob Bissonnette, c'est une des dernières fois que j'avais vu Bob. Il jouait un set avec lui après nous autres. Fait que lui, il avait regardé notre set et on avait joué La One Night, une des tunes de Rien à cacher. Il est venu me voir après, il dit « Hey, c'était toi cette tune-là? Ça fait des années que j'écoute ça. J'adore cette tune-là. C'est vous autres, ça. » C'est comme... That's insane, tu sais, justement, de comme frapper l'imaginaire des gens qui ont quand même vu un puis un autre. Ouais. Fait que, tu sais, cet album-là, tu sais, je veux dire, super album pour moi dans ma tête en termes de growth en tant oui. qu'artiste, puis c'est Je ça. m'en souviens encore. Pour moi, dans ma carrière, tu sais, je veux dire, ça fait déjà 25 ans. Je m'en souhaite encore un autre 25, là. Ah oui. Mais c'est un des highlights de ma carrière, tu sais, pour avoir travaillé avec Goss, pour avoir travaillé avec vous autres. Parce que moi, je connaissais votre band quand on s'était vu au truc du bûcheron, là. Tu sais, je connaissais votre band, tu sais. Moi, j'aimais ça. Je trouvais que Ryan, on dirait qu'il avait 11 bras en même temps. Ah, là. The Octopus, hein. Exactement, tu sais, je connaissais le band, je connaissais le craft, puis tout ça, fait que après ça, quand t'es venu dans ma cuisine, puis à un moment donné, tu t'es mis à jouer les chansons, tu sais, puis t'étais un peu dans un warp zone, là, tu te demandais, tu venais de signer avec Indica, puis tout ça, puis je te disais, t'as des bonnes tunes, Colin, abandonne pas, go, 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 tu sais, puis c'est ça, je pense que je t'ai aidé à t'aider quelques petites affaires, Ben oui, des petits ben pré-chorus oui, si c'était oui, là, oui, puis oui. je te disais, man, je te le dis, t'as un bon album, oui, ça va être différent. Tu sais, moi, je crois faut que ça avance des fois parce que si tu fais toujours le même album, tu fais du surplace. Tu sais, moi, je te disais, tu vas en perdre, mais tu vas en gagner aussi. Puis, il n'y a rien qui t'empêche de réintégrer certaines affaires pour ton 4e album, peu importe. Mais moi, je trouvais que Rien à cacher, c'était un bon compromis à l'époque pour qu'est-ce que tu voulais faire. Gab était encore là, hein, fait qu'il y avait seulement juste le drummer qui venait de changer de position. Puis. Parce que le drum, évidemment, c'était très drastique comparé au premier, parce que le premier était beaucoup plus busy, tu sais, il y avait la signature Ryan, le deuxième était plus épuré, puis le kit. Mais, tu sais, je veux dire,
comme je te dis, l'album, qui j'avais croisé? Vincent Peake, justement. On parlait de Groovy Aardvark. Vincent jouait avec Grimmskunk, on avait tourné en November. Puis, lui, il est venu me voir à un moment donné. Là, Vince, c'est le parrain underground. Le parrain. Écoute, quand le parrain vient de voir, on ouvrait pour Grimmskunk à Chicoutimi dans un festival extérieur dans la zone portuaire, un gros festival. On est en première partie de Grimmskunk. Vincent il vient me voir, puis il est comme, hey man, genre, on écoutait votre album en descendant ici, là, puis yo, like, it's a great record, genre, vraiment, là, vous avez fait une belle job, le gosse, il a fait une. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que cet album-là, ce que ça l'a fait pour moi, puis je pense, comme tu dis, même pour toi, donc, moi, ça m'a, je veux dire légitimisé, mais c'est pas ça le mot, là, c'est juste que j'ai l'impression que le premier album, à la limite, parce que moi je me sentais imposteur ou que je me sentais que c'était comme un anglo qui chante en français, que c'est ça, nanana. Le deuxième, ça a comme fait genre, OK, non, the kid can, OK, he means business. Il niaise pas avec la porte, OK. Puis pour moi, c'est ça, c'était comme malgré tout ce qui s'est passé autour, que ce soit Ryan qui part, whatever, ou Gab plus tard, c'était comme un album super important pour moi dans ma carrière qui m'avait vraiment formé, comme tu parlais de tunes, tu sais, je veux dire, Eric Maheu, justement, bassiste de Caïn, puis il a joué avec La Chicane, puis tout, puis boum, il m'a aidé avec les paroles, tu sais, j'avais des paroles, j'avais mes idées, mais tu sais, il est arrivé, puis tu sais, il m'a donné un coup de main, même chose avec toi, avec les tunes, comme on parlait des pre-chords, tu sais, j'avais des idées, j'aimerais ça aller ici, t'es comme, hey, what if you did this instead, dans pré-prod, dans les raffineries, tu sais, je me rappelle, tu sais, on avait j'avais une idée de rhythm, like, hey, maybe we can do this, tu sais, Au revoir, une de mes tunes préférées, si triste, hey man, c'est triste. Tu te rappelles de faire le genre à la Springsteen. Ah non, c'est ça, tu sais, c'est toutes des affaires de même que, en tant qu'artiste, j'ai appris de gens qui ont passé avant moi, puis ça m'a aidé à to grow, ça m'a aidé à grandir comme artiste. Fait que tu sais, c'était une expérience incroyable. Puis tu sais, pour les mondes qui écoutent ce podcast-là, qui écoutent un peu l'histoire de Yannick, puis vous comprenez que moi, je suis arrivé très plus loin dans l'histoire à Yann, puis c'est juste que c'est ça qui arrive, c'est ça que je trouve qui est beau dans cette industrie-là puis dans ce milieu-là. T'as jamais fini d'apprendre, tu sais jamais ce qui t'attend. Puis tu sais jamais aussi ces relations-là qui t'amènent. Je veux dire, on s'est connus comme peers, des confrères de musique, des fans de musique. Évidemment, tu sais, t'étais dans un groupe loin en style, on va dire, à cette époque-là, avec Boom, moi j'étais en Kamakazi, mais on avait bâti une amitié là-dessus, juste comme on aimait beaucoup les mêmes bands, on sortait d'un bar encore, dans le temps que j'étais célibataire ou plus jeune, whatever, puis c'est ça, c'est fou de voir maintenant, on est comme quasiment 2011, on va être 10 ans plus tard, dans pas long, déjà demi-décennie. Hey, on m'en demande beaucoup de parler juste en français pendant... Non, mais c'est ça, c'est fou de regarder ça dans le rearview mirror, un peu de regarder ça, de faire comme wow, like this is insane. C'est un beau constat. Yeah, it is. It's great. Puis, tu sais, c'est dans le fond, ce que je trouve le fun, c'est que là, maintenant, on se trouve en 2017, toi puis moi, dans pas une autre époque de notre vie, mais tu sais, toi, exemple, tu parlais, tu sors un album solo, puis moi, j'ai toujours trouvé que t'étais excellent comme writer, excellent comme performer. Là, tu te trouves être devant le micro, tu sais, vraiment, en tant qu'un writer, singer-songwriter. Là, tu retournes en tournée avec La Chicane, une grosse tournée, là, une affaire énorme que le monde attend. C'est sur 2 ans. C'est, tu sais, je veux dire, c'est le père de famille. Ouais. Je viens d'acheter une maison. Regarde, je viens de réaliser l'album des Chiens Sales. Ah oui, c'est vrai. Je vais sortir leur album de 25 ans. Puis ça sort cette année. Là. Je suis en train de faire des exports, là, les tracks finales pour que ça parte au mix. Ça a été une longue expérience. Aussi 1 an de recording avec un vieux band. Un vieux band mal léché, là. C'est un vieux couple, là, 5 boys. C'est des chiens sales, qu'est-ce que je te dis. Exactement. Puis ça aussi, c'est comme une facette, je trouve, bien trippante du métier de musicien. Parce que moi, je me suis jamais vu... c'est sûr que mon instrument principal, c'est la batterie, là, mais je me suis tout le temps vu comme un musicien au lieu de seulement un batteur, tu sais. Mm-hmm. Le fait que je chantais à partir du début, d'écrire des chansons, de jouer un peu de guitare, pas mal de guitare, de jouer du piano, jouer un petit peu d'autres instruments, tu sais. Mm-hmm. C'est l'album des Chiens Sages, j'ai fait des steel guitares, j'ai fait un paquet d'affaires. Puis c'est ça, tu sais. Je trouve que c'est comme des métiers connexes, comme des stages autour de mon métier principal qui fait que on met des outils dans notre coffre d'outils tout simplement, puis à partir du moment où est-ce que après ça tu travailles sur un nouvel album, tu peux dire j'ai déjà fait ce genre de belles affaires là, j'ai déjà fait cette erreur là que je veux pas refaire.
Fait que... Ah non, mais regarde. c'est fou parce que, je veux dire, même pour moi, je veux dire, maintenant, moi, je suis rendu même affaire. Je me suis acheté une maison avec ma femme, puis, tu sais, Kamakazi est rendu à 4 albums. On est encore en tournée, je suis en train, tu sais, je veux dire, la vie continue, mais comme on parlait justement tout à l'heure de notre première tournée ensemble, parce que le monde ne savent pas, parce que la première fois que Kamakazi est allé en Europe, Boivin, encore une fois, comme le sauveteur qu'il est, Ouais, est venu remplacer l'autre batteur qui t'avait remplacé pour la tournée suivante. Fait que J'ai été 2 fois gaffer tape. Gaffer tape. Tout un gaffer tape, hein, tu sais, je veux dire. Puis, c'est ça, c'est que je me rappelle à cette époque-là. Ma blonde était enceinte de 32 semaines. Ouais, c'est. Écoute, on avait fait 2 semaines, 11 jours. Et juste pour vous mettre en contexte, c'est que ça, c'était la première tournée de Kamakazi en Europe. Et la première fois que j'étais allé en Europe, pour vous donner un peu une idée de comment ça marche en France pour les artistes comme Kamakazi, eux, ils ont le underground puis ils ont la variété, la chanson. La chanson, tu joues l'Olympia, les Zéniths, tu joues les clubs, tu joues comme dans la gimmick, la bonne Et affaire. je te confirme que c'était pas ça. Et que je te confirme que c'était pas ça. Dans le fond, les places les plus insalubres au Québec ont l'air du Ritz-Carlton comparé au qu'on a fait jouer. Je trouvais que les Fouf étaient... les Fouf étaient une très belle place. C'était un Hilton comparé au... Écoute, juste pour vous donner une histoire une histoire parmi d'autres, il y a une tonne, là, mais une en particulier qui nous avait foutu à la chienne. On jouait Paris. La miroiterie. La miroiterie, c'est fermé. On jouait la miroiterie à Paris, un show, quand même, il y avait du monde, c'était rempli, je pense qu'on avait rempli la salle, c'était Kamakazi en tête d'affiche à la miroiterie. La loge, dans le fond, on arrive là de Carl, qui est le bassiste maintenant de Kamakazi, était merch guy à l'époque. Ouais. Il était venu nous suivre à ce moment-là. On arrive à la salle et on se fait dire par le promoteur, hey, ici, c'est aussi un collectif squat pour les gens de la rue, les punks du coin, tu sais, c'est vraiment... Ce qu'il faut expliquer, là, c'est que c'est comme une ruelle entre 2 bâtisses et il y avait une vieille auto toute rouillée et il n'y avait pas de courant à cette place-là. Ils volaient du courant chez le voisin, mettons le restaurant d'à côté, avec des rallonges de courant. Puis ce qui est drôle, parce que nous autres, avec Kamakazi à cette époque-là, on avait des séquences, t'avais un playback, puis c'était pas en stéréo. Tu sais, nous autres, on avait envoyé une fiche technique, mettons, c'est 3 vocales avec tant d'affaires. Puis ce soir-là, il y avait juste un speaker, puis il y a juste un micro. Fait qu'il n'y aura pas de bac à soir. La salle de bain, c'était une toilette turque. C'est un trou dans le plancher. On savait pas comment l'utiliser. Tu fais ça debout. Et dans la loge, c'était chez quelqu'un, tout simplement. Ben, dans le fond, c'est ça l'affaire, c'est parce que Carl, tu parlais de l'auto rouillé. Carl, il refusait de pisser dans la toilette turque. Il commence à pisser sur le char. Il se fait engueuler par un squatter. Il dit « Hey, tu pisses sur ma maison en ce moment. » Il dormait dans l'auto. Il dormait dans l'auto. Et puis Carl est obligé de se pincer le zwin pour faire hey, « Trouvez-moi un trou quelque part que je peux pisser. I gotta go. » Puis la loge, évidemment, c'était genre un backstage / salon / salle commune de tous les squatteurs qui habitaient là. Et un monsieur... Là, ça, c'est l'histoire qui m'a... Encore ce jour, on le raconte, là. On est dans la loge, puis il y avait comme un peu de catering. On avait quand même été bien choyé malgré le show, puis il y avait du monde. Fait qu'il y avait de l'ambiance. Un gars descend les escaliers, habillé tête aux pieds. Full costard, tout le veston, cravate. Le gars, il avait l'air d'un steampunk cowboy. Le gars, il avait l'air d'avoir de l'argent. Le gars, il avait l'air bien placé dans la vie, puis le kit. Et il y avait un bar à côté, on dit parce que c'était comme intérieur / extérieur. Il y avait un bar un peu en broc, whatever. Le gars, il arrive avec son suitcase. Il ouvre le suitcase. Il sort un fusil. Un fucking genre... Un gun. Là, nous, on est là dans la loge. On est comme... OK, someone just pulled out a gun. On a aucune idée c'est qui. On sait pas qu'est-ce qui se passe. On va pas dire qu'il était pas violent. Il était pas en train de comme... Yeehaw. Mais c'est juste le fait que t'es assis pis t'es comme... OK, là, il y a physiquement un gun dans la pièce avec vous autres. What the fuck's gonna happen? Finalement, on a su par la suite que le gars était juste un enthousiaste du style cowboy. C'était un prop gun. On l'a su après, mais c'était de l'information qui aurait été très pertinent à avoir avant quand on était assis sur un sofa en attendant de jouer, puis qu'on est comme, OK, elle est là la sortie. OK, good, alright, cool. Mais c'est ça, c'était comme... Cette tournée-là, c'était 11 jours d'histoire de même. 11 jours, 11 soirs, en fait, 11 shows.
Parce que finalement, je pense que tu avais planifié 10 shows, puis on a finalement joué la dernière journée. Ah, c'est vrai, les fans de Paris, le show de Paris, c'était un des premiers de la tournée. Les fans ont tellement voulu nous revoir. On avait une journée de congé prévue. Ils nous ont booké dans un sous-sol de pizzeria, dernière minute. Écoute, il y avait du monde. Et ils l'ont rempli. C'était tout petit, mais ils l'ont rempli. Et, toi, ton... On arrive là, on dit, on n'a pas de gear parce que le band qui nous parrainait, Go Cheese, Bryce, nos chums de Go Cheese, ils sont partis faire d'autres shows, fait qu'on n'avait pas de backline, on avait juste nos instruments. Fait qu'ils ont trouvé une batterie, un petit cube Behringer pour la guitare, genre des mini-amplis. Toi, ton drum avait pas de pot en avant à ta chaise. C'était comme une chaise Fisher-Price en plastique, exact. Une affaire de même ridicule. J'avais sauté ma console aussi à l'époque. C'est vrai, t'avais sauté ta console. J'avais quasiment plus de playback. C'était comme... plus ça allait, moins il restait de stock. Ah non, toi comme je disais, puis avec beaucoup de recul, toi, à la fin de la tournée, t'es comme « I just want to get the fuck out of here. I want to get... Nick, là, I gotta moi, get out quand of il a here. sorti le gun dans là, je me disais « Ma blonde est enceinte de 32 semaines. C'est pas vrai que va me faire tirer dans une ruelle de Paris. » C'est pas le temps. C'est pas vrai. Ah non, puis le pire, c'est que, encore une fois, tu sais, moi, à cette époque-là, j'avais quoi, 21, 22. Tu sais, moi, j'avais encore j'avais le feu, là. Toi, t'étais comme, I'm gonna be a father. Tu fais encore partie dans des, d'une histoire des plus, tu sais, je veux dire, mettons, New York avec Gus, c'est une des plus belles histoires. Ben, tu fais partie aussi de l'une des plus pires, là. C'est comme celle-là, c'était une vraie de vraie, là. Ah, c'était une vraie. Mais tu vois, tu sais, on s'en avait parlé avec encore beaucoup de recul après, parce que c'est sûr, faire certains après une tournée comme ça, évidemment. Tu sais, la tournée a bien été, en guillemets, pour Kamakazi, dans le sens que ça nous a permis de retourner une autre fois pour faire genre 21 shows dans 5. Tu sais, il y a eu un peu de développement pour le groupe, mais à l'époque, tu sais, je veux dire, après les 11 jours, tu sais, on avait été tellement brûlés, on avait fait un trajet de moron, de. Des fois, c'était 5-6-7 heures de route entre les villes. C'était vraiment, tu sais, puis c'est pas la faute à personne à part le fait que c'est ça la vie de tourner, d'être un band punk underground ou whatever en France. Tu sais, je veux dire, puis toi en plus, évidemment, toi à ce moment-là de ta carrière, je veux dire, des shows de même, c'était plus le standard, là. Mais c'est quoi? Moi, tu sais, pour en revenir au fait que t'étais surpris que je connaisse ton band, j'ai tout le temps essayé de garder quelque chose de bien terre à terre puis de m'informer de tout ce qui se fait. Sur d'autres milieux, tu sais, je veux dire, sinon j'écouterais juste, tu sais, mais admettons, là, ça fait 15 ans que je suis avec Boom, fait que ça voudrait dire que j'écouterais seulement du Mario Pelcha, puis du, tu sais, non, c'est pour ça qu'à l'époque, avec Yellow, puis mon premier band, Coffee Brains, ben, tu sais, j'écoutais les Mighty Mighty Bostons, puis j'écoutais d'autres affaires, fait qu'à ce moment-là, moi, je trouve ça trippant de connaître ce qui se fait ailleurs, puis... Je sais pas, ça te reground, ça te permet de... Ça te fait une belle recherche, en fait. Parce que si tu recherches seulement dans 2 tiroirs, ta recherche est très limitée, mais à partir du moment où est-ce que tu écoutes plein de trucs, tu sais, j'écoute full country ces temps-ci, j'écoute plein d'autres affaires aussi, tu sais. Fait que c'est comme, ben, c'est sûr que si tu passes de Police à la Pantera, tu passes par plein de facettes. Fait que c'est juste de se dérinformer, puis de... Ben c'est, comme tu dis, c'était une expérience, malgré que c'était un des pires, puis j'étais, tu sais, sur le coup, j'étais comme, tu sais, évidemment, tu sais, moi, j'étais brûlé aussi à la fin de cette tournée-là, j'étais comme, je faisais, tu sais, j'avais tous les chapeaux sur la tête, puis le kit, puis tu sais, évidemment, à la fin, on s'est dit, OK, on se voit plus pendant un mois, on va se donner un break, on avait passé quoi, 24 heures, 24. En accéléré. En accéléré, tu sais, puis, mais ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, on en reparle encore, puis pour moi, ça a été, tu sais, sur le coup, peut-être c'était pas hot, ou du moins, ça a peut-être fini sur une note plus amère à cause de le contexte de la tournée. Mais moi, je repense à ça, puis c'est toujours moi, j'ai toujours un sourire quand j'en parle. C'est toujours, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est ça, un peu la vie du rock, un peu au Québec, c'est que des fois, tu vas avoir des affaires plus ou moins hot, des up and down, mais moi, souvent, je regarde vers l'arrière, je suis comme, j'ai un sourire sur la face. It was cool. You know? Ben oui, il y a des beaux souvenirs, puis tu sais, je dis, c'était une tournée, on va se le dire, à bon marché, là. On a souvent dormi dans des auberges de jeunesse, tu sais, puis une des belles soirées que je me souviens encore, c'est on est allé jouer de la guitare sur un des monts pas loin de la Tour Eiffel. On était scrap à la gare du Nord, puis là, on est allé comme un genre de Mont-Royal comme à Montréal, mais on s'est fait crisser dehors de l'hôtel de l'auberge de jeunesse parce qu'on chantait, tu sais, on buvait un peu de bière, puis là on voulait chanter des tunes, puis il y avait d'autres gens de d'autres nationalités qui étaient là, puis on voulait continuer le party, puis on faisait trop de bruit, fait qu'ils nous ont demandé d'aller ailleurs. Puis on a trouvé un genre de Mont-Royal qui était une belle montagne avec des marches, tout ça. Puis il y avait plein de gens qui étaient là. Puis on est allé chanter
plein de tunes en français, en anglais, puis il y avait des gens qui vendaient de la bière, puis c'était comme, pour moi, c'est un des souvenirs marquants de ça. Et la place Rockabilly, un des chums à Brian Setzer, en Allemagne. Là. Yeah. Ça, c'était Utenheim, si je me trompe pas, cette ville-là. Écoute, pour les gens qui sont curieux de savoir ça avait l'air de quoi cette tournée-là, si jamais vous allez voir le vidéoclip de Rien à cacher, Rien dire veut tout dire. C'était un clip qui a été tourné drôlement, caméraman Carl Boucher qui avait pris des vidéos de cette... ouais, hein? Ouais. C'est moi qui avais monté le clip, c'était comme un genre de tour blog / music video. Tu vas voir de toute l'histoire qu'on te parle, tu vois les images de cette tournée-là sont un petit peu, c'est en rafale, mais tu vois un peu de quoi qu'on parle. C'était vraiment toute une expérience. Puis comme on s'est dit, tu sais, je veux dire, I look back at it, puis c'est avec un sourire que je regarde ça. Puis tu sais, aujourd'hui, comme pour revenir à ce que je voulais dire à propos de où qu'on est maintenant dans nos carrières, je veux dire, c'est toutes des affaires de même. Des histoires comme ça marquantes qui fait en sorte que quand on approche des nouveaux projets, qu'on arrive dans des nouvelles affaires, c'est du vécu qu'on garde puis qu'on utilise à notre avantage, comme dit les outils dans notre coffre qui nous fait avancer puis le kit. Puis pour venir un peu à la conclusion de tout ça, parce que évidemment, tu sais, on est maintenant en 2017, on a des nouvelles vies, veut pas, dans le sens que, tu sais, comme on disait, toi, père de famille, avec la chicane, des nouvelles tournées, des réalisations d'albums, le kit. Moi, avec Kamakazi, maintenant, tu sais, sur un 4e album, des tournées, toute la patente. Yann Boivin, on a commencé en disant « Where are you from? I want to know where you're going. » Ben écoute, 2017, c'est une année de renouveau. Comme je disais, nouvelle maison, j'ai mes enfants, ma blonde m'a demandé en mariage, fait que d'ici un an ou 2, ça devrait se faire. Ben oui, Colin, merci beaucoup. Right. Et ben c'est ça, en début d'année 2017, ben la chicane a annoncé un retour. Mm-hmm. Donc, ben, c'est le retour de Danny Bédard, puis ben, Boom, puis Martin, puis tout ça qui Maheu est là-dedans. Tout le monde se reparle. Ça va être une belle tournée qui va être sur 2 ans. Et au même moment, moi, je sors mon album cette année. Je sors un single le 21 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, au moment où on se parle. Parce que ça va me permettre de faire une couple de shows cet été. À l'heure actuelle, j'ai appris que je ferais les premières parties de la chicane à l'automne. Fait que je vais pouvoir faire une petite demi-heure avant le show. Il devrait y avoir beaucoup de monde. Ça va être des belles salles, des belles conditions. Puis je vais pouvoir promouvoir mon album, qui est un album que j'ai fait pendant 2 ans de temps. C'était censé sortir il y a 2 ans. C'était mon cadeau à moi de 40 ans. Mais là, je suis 42, je vais avoir 43 cette année. Ça, tu sais, des fois, c'est juste plus long qu'il fallait. Des fois, il arrive des choses. Des fois, c'est du travail. Des fois, c'est des expériences personnelles qui fait que on a pris plus de temps pour le faire mieux. Fait que l'album va sortir cette année. Fait que je vais pouvoir faire la promotion de ça avant les shows de la chicane. Ah, quelle bonne gig, ça. That's great. Aujourd'hui, off the record, ben, je t'en ai même pas parlé tantôt. Ah non, vas-y fort. J'ai un vieux chum qui m'a écrit, Fred Saint-Gelais. No! Qui m'a écrit, il me dit « Hey man, cet email-là, il est encore bon? » Fait que je fais « Ben oui Fred, qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ouais, je me suis effacé pour une petite année, je suis allé voyager, tout ça. Puis là, je reviens au Québec. Puis il me dit « On se passe un band? » C'est un vieux chum. Fred, je le connais parce qu'on a starté André Waters ensemble. C'était moi le batteur d'André Waters au début. Je l'ai connu quand il avait rencontré Marie-Mé. Il m'a dit, je viens de rencontrer une chanteuse. Elle est bonne, elle est belle. Elle chante bien, elle fausse pas. Il m'a fait entendre des démo tracks de Marie-Mé. Ça m'a fait capoter. Ah ouais, elle fausse pas. Il m'a dit ça, c'est des one take. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un d'aussi talentueuse. Ah, puis fait que là c'est ça qui s'est effacé pendant une petite année. Puis là, il me dit je reviens en juin, puis on se passe un band. J'ai tout le temps rêvé de jouer avec lui. Là j'ai fait entendre mon single qui sort la semaine prochaine. Je vais te lire qu'est-ce qu'il a écrit. Bon. Il me dit check bien ça. J'ouvre ça en real time. Juste pour vous dire, Fred Saint-Gelais, c'est stupide si vous connaissez pas ça. Le gars, c'est un génie. Le gars, toutes les tunes de Marie-Mé que vous entendez, là, le gars, il a produit ça, il a réalisé ça, c'est une bête. Là. Je veux dire, c'est incredible. Fait que là, j'envoie mon single, puis là, il écrit ha ha ha, I smell a summer hit, brother. Well done, Golden Hook. Super catchy. I'm in si t'as besoin de quoi que ce soit. Il veut venir jouer à mon lancement. Fait que ça me fait capoter. Ça, c'est la beauté de cette industrie-là. Puis, tu vois, il y a bien du monde qui trouve le négatif souvent dans la vie, puis trouve les affaires poches dans le monde de la musique. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de quand ça va bien, puis quand le monde sont positifs, puis le monde sont contents de faire ce qu'ils font, puis ils font de passion.
c'est du monde qui ont les mêmes trips qui se retrouvent, puis que, tu sais, il n'y a pas de règles à suivre, il n'y a pas de réputation, il n'y a pas d'ego, c'est juste comme, hey, I like you, I like what you do, j'aime ce que tu fais, puis faisons ça ensemble, puis créons un futur, laissons pas le passé dicter ce qu'on va faire. Il faut avancer pour regarder en avant. Sinon, j'ai eu une belle nouvelle aussi récemment, c'est que parallèlement à tout ce qu'on a parlé, tu sais, de batteur puis de guitariste chanteur, j'ai fait un petit peu de direction musicale, tu sais, avec Boom j'en fais, mais aussi dans des trucs de télé, tu sais, j'avais fait un événement au Centre Bell pour la tragédie qu'il y avait eu au lac Mégantic, là, quand le train était rentré dans la ville, puis suite à ça, il y a des gens qui m'avaient approché pour faire de la musique et des galas. J'avais fait de la musique pour Peter McLeod, pour Ben et Jarod, pour Dominique Paquet. Puis là, récemment, j'en ai fait pour P.A. Méthode. Fait qu'on avait fait, je sais pas si vous avez vu ça, le Party 80. Oui. On l'a fait au Centre Bell, on l'a fait au Festival de Montgolfière, on l'a fait aussi au Nouvelle Arena de Québec. Puis là, ben, ils viennent d'annoncer qu'on va faire le Party Country au Centre Bell en juin. Fait que je vais être là-dedans. Je pense que t'es un de mes seuls chums que j'ai. Ben, écoute, je pense que t'as fait le Centre Bell la première fois avec Boom, je me trompe pas. Ouais. C'est mon 5e Centre Bell. Insane. Ah, ça doit être. Moi juste quand je vais voir un concert puis je suis sur le floor, je suis comme, la shot que j'avais faite le premier P.A. Méthode au Centre Bell, j'avais été voir Motley Crue une semaine avant. Puis il nous passait sur l'espèce d'écran là, qui passe la passerelle des journalistes, je sais pas quoi, là, en néon. Là. Puis là, je voyais comme Boom Desjardins la semaine prochaine. Evenco presents Gillette Entertainment. On voyait nos photos, nos tatous, nos patentes. Là, je fais comme fuck, man! That's insane. Oh my God. C'est important de rester groundé puis d'être content parce que sinon, si on devient complaisant puis on se dit, je le mérite, man, de jouer au Centre Bell, c'est comme, je pense pas que c'est une bonne façon de voir les choses. Si j'avais à vraiment faire un genre de vulgariser ce qu'on a jasé depuis la dernière facilement 1h30 de temps. Anyway, en bonne compagnie, le temps passe. Déjà, hein? Oh man, ça passe vite. Excuse-moi. Excuse-toi pas. This is the beauty of podcasting. On prend le temps qu'il faut. On peut pas faire ça en mode salvaille, là. Tu sais, on n'a pas le temps de prendre ça comme ça. Mais pour vulgariser le tout, c'est ça, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre. Notre carrière est aussi longue qu'on le laisse être. It's as long as we let it be. Puis toi, je veux dire, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'années d'avance sur moi dans ta carrière, mais qu'on s'est quand même croisé à des moments différents dans notre vie, mais qui s'est quand même retrouvé, qui a eu la chance de travailler ensemble. Et là, nous voilà des années plus tard, malgré que nos vies nous ont fait en sorte que peut-être on se voit moins souvent qu'avant. C'est juste normal, c'est juste la vie qui fait en sorte que c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. J'adore le fait qu'on a toujours en train d'apprendre, toujours en train de faire des nouvelles affaires. Puis pour vrai, je te souhaite que du succès. Puis, anyway, j'ai même pas besoin de le souhaiter, ça va arriver. The guy's good. The guy's got talent. The guy's, c'est bien fait. Ah, dude, come on. Ben, toi aussi, man. Kamikaze, c'est un bon band. Nick est capable d'écrire des tonnes. Puis c'est pas fini. Jamais. Écoute, tout ce que je souhaite, c'est justement que je suis capable je souhaite juste être capable d'arriver à la cheville de ce que tu as fait comme carrière toi aussi, man. Come on. À moins ça. Mais anyway, ceci va conclure notre épisode de Nick A, un podcast de dictionnaire. Ça a été vraiment, pour vrai, a real pleasure. I fucking love this guy. Man. I love it. Écoute, vous pouvez toujours suivre le podcast, envoyer vos questions, envoyer vos suggestions, réactions violentes. C'est tout à Nick A un podcast. C'est sur Twitter, Instagram, email nicka1podcast@gmail.com. Fait qu'Yann Boivin, vous pouvez le voir en tournée avec La Chicane cette année et l'année prochaine. Aussi en solo avec son single. Son album va sortir en 2017 en première partie de La Chicane sur la tournée. Yann Boivin. Un gros merci, mon Nick. Love you, buddy. Merci, man. Moi aussi. Ciao. Ciao.